Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine, on a un gros show pour vous autres. C'est un spécial France. C'est un spécial français. On a tourné ça à Paris. On a fait 4 épisodes au Fridge Comedy Room à Paris. Et là, c'est le deuxième. On va en sortir un par mois. J'espère que vous allez les apprécier autant que moi j'ai aimé les faire. Et j'aimerais remercier mes invités cette semaine. J'aimerais remercier vous, public, qui regarde sous-écoute ou qui écoute sous-écoute sur Apple Podcasts, Spotify. Je ne sais pas c'est où tu écoutes, mais merci d'écouter. Et j'aimerais remercier mon commanditaire. Mon commanditaire cette semaine, c'est le CFP des Riverains. Tu as une idée d'entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer. Si je te disais que tu pourrais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines, tu capoterais. Tu capoterais, mais c'est ça, c'est la vérité. Le CFP des Riverains offre le programme de lancement d'une entreprise, puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et that's it, là, puis porter des vêtements. Tu sais, même porter des hauts. Tu sais, comme moi, en ce moment, je suis nu-fesse. Tu le sais pas. Tu pourrais faire la même chose à ton cours de lancement d'une entreprise au CFP des Riverains. Inscris-toi maintenant. C'est gratuit. C'est en ligne. Puis en plus, admissible aux prêts et bourses. Programme offert au CFP des Riverains. Le lien il est dans la description YouTube. Merci beaucoup, tout le monde. Bon podcast. En direct du Fridge Comedy Room à Paris, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Wow, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. On est de retour sur Paris. Parce que c'est sûr, hein, Yann, tu te rappelles, c'est pas à Paris, c'est sur Paris. Ouais, c'est tout de même pour les autres villes ou non? C'est juste... Oui, OK, fait que tu dis je m'en vais sur Lyon ou je m'en vais sur Marseille. Ça sonne dominant. Ça sonne comme si j'embarque sur Paris. Puis ben c'est ça. Yann, c'est ta deuxième fois en Europe. T'es-tu Là, j'enjoy. La première fois, je me battais contre le jet lag, là, okay. Mais là, hier, on est allé manger, je sais pas comment, les 3 maillets. Okay. Manger un steak incroyable. Non, c'est vraiment... C'est une bonne place, les 3 maillets, ou c'est genre une cochonnerie de... Personne connaît ça, OK. OK. Hier, j'ai mangé au casse-croûte de l'aéroport. C'était fantastique. Fait que t'as mangé un steak avec... avec des patates puis une petite salade. Puis ils ont du Coke. Le Coke. Ah ouais. C'est bon. Fait que le Coke est meilleur ici qu'au Québec? Oui, en bouteille. Il le donne encore en bouteille ici. OK. Puis au Québec, il le donne comment? En canette. Pas pareil. OK. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Fait qu'en bouteille, c'est meilleur qu'en canette. Ouais, je sais pas pourquoi. On dirait que c'est meilleur. C'est bon. C'est bon. Fait que ça va être ça. Le podcast, ça va être... Mes goûts culinaires. Moi pis Yann qui parle de liqueur et de canettes pendant que mes 2 invités attendent en arrière pis sont comme... Pourquoi on a dit oui à ça? Mais non, moi je suis vraiment content. Je suis un peu jet lag. On est arrivé hier, comme j'ai dit. Je fais tout le temps la même affaire quand j'arrive en Europe. J'essaie de rester debout le plus longtemps possible pour me coucher tard, pour faire la nuit au complet. J'ai resté debout jusqu'à 10h hier soir. Je me suis couché à 10h. Je me suis levé à 1h du matin. Puis j'ai fait, bon, OK, c'est ça. Et là, j'ai pas réussi à m'endormir jusqu'à 6h du matin. Je me suis couché à 6h, puis je viens de me réveiller. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, toi, pendant qu'Yann était avec les 3 maillets, moi, je dormais. J'ai passé la journée à dormir. Ah ouais? Ouais, j'ai rien fait d'autre. Mais moi aussi, par exemple, j'ai dormi beaucoup, là. Michel est allé explorer, mais... Ouais. Ah, Michel, c'est un grand explorateur. Ouais, c'est Dora, c'est notre Dora.
Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on va, je pense, je vais vous présenter les invités. Je le dis tout le temps, je l'ai pas dit à l'autre podcast, mais c'est ça la beauté de venir en France. C'est tous des invités que j'ai jamais reçus au podcast. C'est le fun d'avoir du nouveau monde. Vous le savez, à chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau, je suis surexcité. Et là, en plus, il y en a un des deux que, en tout cas, je vais vous dire leur nom au lieu de vous dire leur CV. Puis, mesdames et messieurs, applaudissez-les. Ilyes Jadel et Kevin Adams. Merci. C'est compliqué, désolé, c'est ça, j'allais dire, en te présentant, merci d'être là, tout d'abord. Merci à toi de nous recevoir, quel honneur de faire ce podcast. C'est, en plus, dans ton club, c'est vrai. Ouais. Profitez bien de ces sièges que j'ai payés moi-même. C'est pourquoi, ça fait combien de temps que le Fridge est ouvert? Ça fait 3 ans. OK. Et toi, c'était important pour toi d'avoir ta place pour aller tester tes nouvelles blagues? Ou? C'est pas vraiment ma place. C'était une place pour les humoristes qui puissent effectivement s'exprimer. Quand j'ai démarré à Paris, j'étais très jeune, j'avais 16-17 ans et il y avait pas de comédie club encore. OK. Et j'étais d'ailleurs fasciné quand j'allais au Québec ou aux États-Unis de voir qu'il y avait des endroits dédiés pour ça où on pouvait travailler les blagues, on pouvait essayer nos numéros. Je trouvais ça incroyable. Mais quand j'ai démarré, on allait souvent dans des petits cafés, on poussait les tables, les chaises, on essayait les numéros comme ça et je trouvais ça bien aussi. Il y avait un truc fascinant, mais c'est vrai que depuis tout petit, depuis que j'ai démarré ce métier aux alentours de 20 ans, je m'étais dit si j'ai la chance un jour d'avoir un comedy club pour aider aussi la nouvelle génération et de manière très égoïste pour tester moi mes numéros et pouvoir venir faire des trucs, ce serait génial. Et l'opportunité s'est présentée en 2020. On a ouvert en mars 2020. C'est le timing parfait. C'est vrai que c'est mars 2020. Ouais, véridique. La vraie histoire, la vraie anecdote, c'est qu'on devait ouvrir le 13 mars 2020. OK. Véridique. Et le 12, les autorités françaises nous ont appelés pour dire il faut tout fermer, c'est le Covid. Nous on a dit bah ça tombe bien, on n'avait pas ouvert, hein, tu vois. Donc c'est plus facile pour ranger quoi, tu vois. Et on est resté fermé pendant 8 mois avant d'ouvrir réellement le club. OK. Ouais, c'est l'affaire la plus perdante du monde en fait. Mais aujourd'hui, on est tellement heureux de ce que le Fridge est devenu en 2 ans et demi. En réalité d'ouverture, c'est qu'il y a tous les comédiens qui viennent, des comédiens plus expérimentés, des vrais débutants. On a mis en scène la relève le week-end, qui permet à des jeunes qui ont absolument aucune expérience de la scène de venir se présenter et dire voilà, je viens de Bordeaux, de Lyon, de Roubaix, de Québec, de Trois-Rivières ou peu importe. Trois-Rivières. Et de jouer et de s'exprimer. Et je trouve que ça, c'est, franchement, j'ai rêvé d'un endroit comme ça quand j'étais jeune. Je suis heureux qu'aujourd'hui cet endroit existe. Et toi, t'as commencé très jeune aussi, hein, je pense? Ouais, moi j'ai commencé, je suis monté sur scène. La première fois, j'avais 16 ans. OK. Et moi, pareil, à l'époque, quand je suis monté sur scène la première fois, il y avait pas autant de comédie club. Donc on avait moins de place pour jouer. Mais là, c'est en train de devenir de plus en plus, il commence à avoir de plus en plus de comédie club. Et Kev. Parce qu'il a grandi à Roubaix aussi. Ouais, okay. Non mais, ouais, j'ai grandi à Roubaix, c'est vrai, il y avait rien. Comment vous expliquez ça en québécois? Tu vois-tu Chicoutimi? Chicoutimi. OK. Non, il y a rien. Il y avait rien. Et quand tu commençais à 16 ans, même chose sur toi, c'est tes parents, c'est ton père, ta mère qui t'amènent jouer ou... À l'époque, ouais, c'était ma mère qui me déposait quand elle pouvait. Sinon, je me débrouillais, je prenais le train, je venais, je prenais des hôtels à Paris. Je jouais dans une scène qui s'appelait le Field. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. C'est une scène où tu venais, tu pouvais t'inscrire. Et après, il disait qui veut jouer, tu levais la main, il disait vas-y toi. OK. Des fois, il disait pas toi, tu rentrais chez toi, tu jouais pas. OK. Et il rentrait à Roubaix. Ouais. Et je refaisais 2 heures de route pour rentrer chez moi. Waouh. Et parce qu'il y avait pas autant, ça fait pas très longtemps que le stand-up c'est vraiment en train de devenir une vraie mode en France. C'est en train de bien fonctionner, mais avant c'était pas comme ça, il y avait pas autant de comédie club. Non, c'est vrai qu'on a copié le Québec là-dessus réellement, c'est-à-dire que je me souviens qu'en 2010-2011
2012, on allait au bordel. Et moi, j'étais fasciné. Le bordel a rouvert en 2015, par exemple. Ah bon? Pour de vrai? Ouais. Mais il y avait... Si je peux me permettre, je parlais d'un autre bordel. Ouais. Je sais pas quel À Montréal, bordel. sur la rue Sainte-Catherine. Et c'était un super bordel. Je vois pas de quel bordel tu parles, toi, Mike. Moi, je parle d'un bordel fascinant. Ah, c'est là que t'as appris à être un homme. Mais En vrai, non, ouais, le bordel, c'est... en vrai, c'était 2015 pour de vrai? 2015. Mais Ok, avant ben- ça, il y avait plein de soirées d'humour. Il y avait le Saint-Cyboire, qui était pas un comedy club, mais t'avais l'impression. Il y avait plein. Bah il y avait écoute, beaucoup la de première fois que soirées j'étais, c'était en d'humour. 2015 du coup, et j'avais trouvé ça fascinant. C'est la fin de mon anecdote. Voilà. Mais toi, t'as commencé à 16 ans, puis j'ai l'impression que t'es devenu connu instantanément. Tu sais, parce me semble que ça fait, tu sais, t'as 31, 32, 32, ouais. puis j'ai l'impression que ça fait au moins 15 ans que t'es connu. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la scène. En fait, un des premiers castings d'humour où j'ai été, j'avais 15 ans, Ok. réellement. C'était un concours à l'époque qui s'appelait Paris fait sa comédie. Mais devait- c'est là que je t'ai rencontré. Il y avait... Ça devait être en 2009, et là, Mike va dire, non, ça a démarré en Non. 2012. Mais je me rappelle, il y a un humoriste qui s'appelle Étienne Langevin qui arrêtait pas il me disait ton âge tout le temps. Il disait tout le temps, il y a 15 ans, ce gars-là, tabarnak. Il y a 15 ans, Ouais, puis ouais, il c'est disait vrai. tout le temps ça. Et en fait, c'est devenu une obsession. Il y a d'ailleurs une dame dont je citerai pas le nom qui m'a dit tu ne peux pas faire de l'humour à ton âge. Et je lui avais dit mais pour quelle raison? J'étais très pressé, j'avais très envie de ça. J'ai grandi avec les spectacles de gens comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Michel Courtemanche qui est pour moi une idole absolue, j'espère qu'on pourra en parler. Pour moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je regarde des spectacles d'humour et donc je rêvais d'y aller. Et je me suis dit, pourquoi attendre? Et donc, quand j'avais 15 ans, je commençais à faire des petits spectacles à droite à gauche et les gens me répétaient souvent ça. Et cette dame, en l'occurrence, m'a dit ça. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire de l'humour à ton âge. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que le stand-up, l'humour par essence, c'est raconter du vécu. Et t'as rien vécu. Pour l'instant, tu sors de l'école, t'as rien à nous raconter. Donc peut-être que ton stand-up sera intéressant dans 5, 10, 15 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, on peut pas vraiment t'écouter te parler de problèmes d'enfants, on s'en fout. Et c'est devenu, je peux pas l'expliquer, comme un espèce de challenge. Je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas parler de problèmes d'enfants, de problèmes d'adolescents? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas traiter ces sujets-là aussi dans l'humour? Et donc c'est devenu une obsession et j'ai effectivement commencé très très jeune à enchaîner les scènes. Je faisais 3-4 numéros, tu vois, tous les soirs. Je mentais à mes parents, évidemment, je leur faisais croire que j'allais à l'école. OK. Et je... Puis eux trouvaient ça normal que t'allais à l'école le soir. Alors, en fait, je leur disais, je vais à l'école la journée, mais je n'allais OK. pas à l'école, j'écrivais des numéros. OK. Et le soir, je disais, c'est bon, j'ai été en cours toute la journée, je peux aller faire un petit sketch. Ils étaient très au courant de ce que je faisais. Et ils me disaient, ok, mais rentre pas trop tard. Évidemment, je rentrais tard. Ça a été des années très compliquées avec mes parents. Mais je pense aussi, t'as été le premier, je pense même le seul à, tu sais, on dirait des séries de télé pour ados. Il y a des adultes qui écoutent et c'est pas gênant dépendamment de la série là. Mais pour le stand-up, la dame avait un peu raison que c'est dur faire de l'humour qui va aller chercher des gens dans la quarantaine quand t'as juste 15-16. Mais toi, j'ai l'impression que déjà, tu sais, ton premier show, c'est le Young Man Show, c'est ça que ça s'appelait? Exactement. Puis ça, me semble que t'avais déjà un public assez large. C'est pas juste des kids de 15-20 ans. Ah, quand même. Sur le Ah premier, ouais? c'était très très jeune comme, Ok. comme public. Franchement, c'était jeune. C'était le seul spectacle, je me rappelle, où les parents déposaient les enfants. OK. Comme on dépose à l'école, quoi. Tu Ok. vois, c'était vraiment, il y avait devant les salles de spectacle des gens qui venaient, qui déposaient leurs enfants et puis ils venaient passer une soirée puis ensuite ils rentraient. Mais par contre, ça a révélé le fait qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes à ce moment-là qui se disaient, mais bien sûr, pourquoi on n'aurait pas un humoriste qui parle de nos problèmes à nous, de nos joies à nous, des choses des questions qu'on peut se poser. Puis c'était un moment de renversement générationnel. C'était un moment, à ce moment-là, c'est l'arrivée d'Instagram, c'est l'arrivée de Twitter, c'est l'arrivée de plein de choses qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, mais qui à l'époque étaient des nouveautés. Ouais. Et donc, ouais, je crois que j'avais un écho auprès de cette génération-là. Mais oui, ça s'est vraiment ouvert sur le second spectacle. Puis c'était, excuse-moi, tu sais, on va te Non, parler je- tantôt, là. Mais, Non, mais Excuse-moi. non, mais c'est intéressant pour moi parce que moi je l'ai connu. Je l'ai connu quand il faisait son premier spectacle. Ok. Donc moi je suis comme vous. Là j'écoute là, Ah ouais. mais j'ai pas payé.
Mais c'est qui produisait ce show-là? Alors au début j'avais pas de producteur, Ok. je faisais ça vraiment tout seul avec des gars qui m'aidaient, qui me filaient des salles et tout ça. Et puis ensuite j'ai signé chez Robin Productions. Ouais. Mais quand tu dis que tu faisais ça seul, fait que tu négociais Ouais. à 15 ans Ouais. à des propriétaires de salles de spectacle. Hey, passe-moi... Je t'assure Mike, j'avais une persuasion Ça a aucun que sens. j'oserais même plus aujourd'hui. J'arrivais dans des endroits, je disais vous avez une scène pour faire du stand-up, ils me disaient non. Je disais mais en réalité j'ai pas vraiment besoin de scène. Vous avez un micro? Ils me disaient non. Je disais en réalité j'ai pas vraiment besoin d'un micro. Donc je vais me mettre là et puis je vais faire mes sketchs. Je me rappelle que j'ai joué un jour à Genève dans un bar avec des gars qui fumaient des cigarettes, qui me regardaient à peine, qui étaient en train de boire leur bière. Et ouais, je devais avoir 16 ans et je faisais mon truc et puis ils m'écoutaient à peine. J'étais avec mon père qui m'avait qui avait accepté de m'accompagner ce jour-là. On est sorti de là. Mon père il m'a dit mais enfin c'est un fiasco. Tu vois bien que jamais tu vas faire ce métier. C'est une horreur ce qu'on vient de vivre. Et moi j'étais en mode ouais c'était cool. Moi j'ai trouvé ça cool. Ok. J'étais dans une espèce de joie, d'ouverture. Je me disais, mais j'ai envie de faire mes armes, en fait. Et donc, il y avait rien qui me faisait peur à ce moment-là. Il y avait beaucoup de bagou, en fait. OK. Puis tes parents étaient pas aucunement dans le showbiz. Non, pas du tout. Et puis, pire que ça leur faisait peur, surtout. OK. Ça leur faisait peur. Je suis issu d'une famille de gens. Mes deux grands-parents du côté de ma mère sont nés en Tunisie. Mes deux grands-parents du côté de mon père sont nés en Algérie. C'est des gens qui sont arrivés en France. Donc c'est la première génération à arriver en France. Ils sont arrivés évidemment avec dans la tête et l'idée d'assurer une vie prospère pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et là, donc ils se disent, OK, lui, il choisit ce métier-là. en vrai, pour eux, c'était pas un métier. Ah ouais, Moi, c'est non, ce que non, j'ai non. entendu toute ma vie. Oh, ouais, t'es un clown qui s'en va à Genève. Toute ma vie, ils m'ont dit c'est C'est- super. Mais non, mais Non, oui. mais c'est vrai. Mais oui. c'est ça. Ils m'ont dit toute ma vie, c'est pas un métier. OK. C'est super de faire des blagues, super de faire tes trucs et tout, mais c'est pas un métier. Il faut que tu trouves un métier, il faut que tu trouves du solide. Ma mère a travaillé à la BNP Paribas en tant que dans les bureaux de la BNP Paribas, qui est une énorme banque, pendant 25 ans. Tu vois, sans jamais être augmenté, sans jamais être devenir quelqu'un, et ça lui allait très bien. Il y avait un côté, c'est du solide. Il faut du job solide pour nourrir la famille à la fin du mois. Mon père avait une boutique de téléphone. Enfin, tu vois, il y avait un truc très carré, quoi. Mais c'est- Pour eux, ça dépassait leur imagination. C'est là qu'il faut être mentalement fort dans cette période, parce que c'est déjà dur, c'est un métier, on sait pas quand on va y arriver, et si les gens autour de nous mettent le doute aussi, de c'est pas sûr, tu vas peut-être pas y arriver, c'est là, je trouve, c'est là. Toi, est-ce que tes parents t'ont encouragé ou... Moi, mes parents, ils m'ont pas découragé, mais ils m'ont pas encouragé non plus. OK. Ils disaient, ouais, il va finir son petit jeu, après il va rentrer, et OK. il comprendra par lui-même. Puis ça a pris combien de temps avant qu'il change d'idée, ou est-ce que c'est encore ça? Ça, non, mon père, il m'a fait mon premier compliment, et encore, c'était pas vraiment un compliment. C'était le soir du Marrakech du Rire. OK. Donc j'ai dû faire un long chemin avant qu'il comprenne. C'est quoi le compliment? Il m'a dit, ça va, tu peux faire quelque chose. OK. OK. Donc c'était pas vraiment un compliment. Il parlait du ménage à faire à la maison. Ça n'a rien à voir. Non, il m'a dit t'as un truc à faire dans ce mais il y avait pas conscience que c'était réel, parce que moi je suis avec moi tous les soirs, je sais ce que je fais. Lui, pour lui, je suis juste pas là et il sait pas ce que son fils fait, et pour lui, enfin c'est pas vraiment réellement concret. C'est un métier qui paraît tellement compliqué à réaliser. C'est comme devenir joueur de foot ou devenir ou acteur, c'est des métiers généralement on se dit c'est trop compliqué. Je pense en plus, toi, t'es vraiment... t'as beaucoup d'abonnés sur YouTube? Sur YouTube, pas trop. Instagram, moi, très OK, Instagram. plus Instagram. Mais YouTube ou Instagram ou TikTok, pour la génération de tes parents, ça veut rien dire. Non, t'sais. rien. Tu sais, tu pourrais faire Ouais. 20 millions par jour. Pour eux, Si c'est c'est sur YouTube Ouais. ou Instagram, c'est... pour eux, c'est la télé. Ouais. Voilà, c'est des générations après. Ça doit être pour ça que le Marrakech du Rire, ça avait un impact, vu que c'est un vrai show Ouais, je pense que c'est ça. télé. Il a pris conscience à ce moment-là qu'il s'est dit ouais, en fait, mon fils, il commence à réussir ce qu'il a envie de faire. Mais toi, je sais pas, c'est quoi? Toi, c'était quand t'es passé à la télé, du coup, France 2. C'était l'émission de Laurent Ruquier à l'époque qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, qui a été un bouleversement dans la vie de la comédie en France. C'est que d'un coup il y avait des jeunes comédiens qui faisaient du stand-up, qui faisaient des sketchs, qui faisaient des numéros tous les soirs à 18h sur France 2, qui est quand même la chaîne nationale. Et puis l'émission a pris un envol incroyable. Et moi à ce moment-là je faisais déjà du stand-up, je jouais déjà mon spectacle. Je me rappelle qu'à l'époque on m'avait dit tu devrais essayer cette émission, et que j'avais même été vexé. Je m'étais dit mais non, mais je suis déjà au-dessus de ça. Et puis j'ai été faire l'émission, et puis j'ai réalisé que j'étais loin d'être au-dessus de ça, en fait. Tu vois, je suis passé ric-rac, il fallait être noté, avoir des bonnes notes pour revenir la semaine d'après. OK. Et je suis passé vraiment pile poil avec la moyenne, comme l'intégralité de ma scolarité. Et donc
et quand je suis passé, je me suis dit, finalement, ça peut être un bon challenge. Et cette émission nous imposait d'écrire un nouveau numéro chaque semaine. OK. Et c'est à ce Et moment-là c'est l'émission qui décidait le thème? Oui, tout à OK. fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la rigueur de l'écriture. Parce que le cœur de notre métier, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est la rigueur de l'écriture. Ouais. C'est à quel point tu vas écrire, à quelle régularité, comment tu vas développer tes idées, et puis comment tu vas éduquer ton cerveau à observer des choses de la vie qui peuvent paraître banales, mais que toi, tu vas réussir à déformer pour en faire des blagues. Donc ouais, ça a été une période très formatrice pour moi. Puis comment t'écris ton matériel? Est-ce que t'as un co-auteur ou t'écris tout? J'ai seul? plusieurs co-auteurs. OK. Qui sont à chaque fois qui maintenant au bout de 15 ans sont souvent les mêmes qui travaillent avec moi, mais j'essaye d'en rajouter des nouveaux à chaque show parce que je trouve que c'est cool d'avoir des gens qui ont des nouvelles idées puis un regard nouveau aussi sur Tu prends des plus jeunes ou des plus vieux ou J'ai les deux. OK. Figure-toi qu'il y a un de mes auteurs qui s'appelle Édouard Pluvieux. Donc Ok. comme ça c'est parfait. Lui, il est clairement plus vieux. Et puis il y a des plus jeunes aussi, la plupart sont quand même plus âgés que moi. Ouais, je trouve que l'humour, en tout cas ma vision, c'est que j'ai beaucoup de mal à écrire des choses seules, des choses concrètes que je vais aller proposer sur scène. J'ai besoin d'avoir un regard en face, j'ai besoin d'avoir un rebond, j'ai besoin de voir l'étincelle dans les yeux du co-auteur qui dit oh ouais, ok ça, ok ouais, là il y a peut-être un truc qui se passe. Si je ressens pas ça, enfin je me sens seul, c'est dur, j'écris mon truc, je me dis ah ça me fait rire et en même temps, donc en général j'écris mes premières trames tout seul, Ok. puis je les vois et je leur dis voilà de quoi j'ai envie de parler. J'ai 3 blagues là-dedans sur 4 minutes. Il faut qu'on rajoute maintenant des blagues, mais le sujet de fond, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est ça. OK, fait que t'écris premier jet, tes rencontres, tu fais un brainstorm. Ouais. OK. Je vais te donner un exemple très simple. L'autre jour, je suis en train de manger et il y a une marque de sel très connue en France qui s'appelle La Baleine. Je sais pas s'il y a des Français qui connaissent La Baleine. Tu vois, c'est un sel qui s'appelle La Baleine. Ok. Et je tourne le truc de sel. Je suis à table en train de manger et il y a écrit Hello, suivez-nous sur Instagram. Et il y a écrit @labaleine-sel. Donc je vais sur le compte Instagram et je vois qu'il y a 40 000 personnes qui sont abonnées. Et là je me dis waouh, en France, il y a 40 000 personnes qui suivent du sel. Ok. Et là je me dis faut que j'en fasse un truc. Ah ouais. Mais je sais pas ce que je vais faire de ça. Peut-être ce sera jamais dans aucun show, mais je vais et en séance d'écriture quand je suis avec mes auteurs, je vais leur dire ok j'ai ce truc là, il y a 40 000 personnes qui suivent du sel. C'est un fait. Moi ça me fait beaucoup rire. Qu'attendent comme news ces gens-là? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils checkent de temps en temps? Est-ce qu'il y a un nouveau C'est sel? quoi le J'imagine tu t'es abonné pour voir qu'est-ce qui se passait. Je suis un de leurs plus fidèles Ok, abonnés ouais. aujourd'hui. Mais Je c'est peux vous ça. dire que c'est exceptionnel ce qu'ils proposent. Il y a le gros sel qui vient d'être renouvelé là récemment, donc Ça doit, mais pour vrai, ça doit être full monde qui s'abonne à ce channel-là. Que j'imagine que 3/4 des gens, c'est juste s'abonnent de façon sarcastique. Et là, tu sais, ils regardent c'est qui est abonné, puis là ils font pourquoi Cavadam est obsédé par le ils sel? doivent vraiment aimer le sel. Putain, c'est fou. Ouais. Mais c'est quel genre de est-ce que des stories drôles, est-ce que c'est juste J'ai jamais vu de story encore. Ok. Non, mais ils mettent des jeux concours, gagne ton poids en sel. gagne ton poids en Ouais. arc? Ouais. J'y ai participé. J'ai malheureusement perdu ce concours, mais Qu'est-ce que tu ferais, mettons, même quelqu'un de petit qui pèse juste 50 kilos, qu'est-ce que tu vas faire avec 50 kilos de sel? Tu sais, en fait, je suis content parce que tu vois, la discussion qu'on est en train d'avoir est exactement les discussions qu'on a avec les auteurs. Tu vois. C'est ça, on pousse le truc jusqu'où est-ce qu'il a l'équivalent pour le poivre, est-ce que d'autres épices ont leur compte Instagram, et on part comme ça, tu vois ce que je veux dire, et on se dit, ok, jusqu'où on peut trouver le truc. Et ça nous est arrivé parfois de passer 3 heures sur des sujets comme ça, et il en sort rien. Tu vois, on regarde le numéro, on dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Mais j'adore rentrer là-dedans, quoi. Tu vois, ça me fascine. Mais toi, tu demandes avant, tu vas pas tester d'abord. Tu notes, tu leur demandes, enfin, tu parles avec eux, et ensuite tu testes. En fait, d'abord j'écris, et quand il y a des blagues qui me paraissent convenables ou qui me font vraiment rire, je vais commencer à les tester. Alors j'ai 2 process, c'est d'abord à des amis de la vie sans aller sur scène. OK. Ok, je vais boire un café avec Est-ce toi, que tu Mike. leur dis? Pas du tout. Hey, OK. Non. Fait que là, tu fais juste comme si, hey, t'as vu, là, tu parles de sel. Fait que tes amis doivent trouver que t'es vite, pis doivent être comme c'est fou quand tu parles à Kev, il est allumé, on dirait il est préparé. Non mais en vrai, ils sont habitués à ça maintenant Ok. depuis, puisque j'ai même des amis depuis 15 ans qui sont d'ailleurs pour la plupart mes potes avec qui j'étais au lycée, tu vois, mais
oui, ils savent que de temps en temps, au milieu d'une conversation random de nulle part, je vais leur dire, vous étiez au courant que eux, ils ont un compte Instagram, et je vais tester des jokes comme ça, si ça les fait rire dans la vie, alors ça passe le premier test et je vais aller les tester sur scène. OK. Mais j'aime ne pas être dans un esprit de, parce qu'en fait, d'office, quand tu montes sur scène et que t'as un micro et que tu regardes les gens comme ça, les gens savent que, ok, il va nous faire des blagues. Donc il y a presque un truc dans ton cerveau qui s'active de ok, je suis prêt à rire, tu vas me faire des blagues sur un sujet. Mais quand t'es dans la vie et que tu parles avec un pote, lui il sait pas s'il y a une blague qui va venir. Donc pour moi il est tu vois, il est dans une forme d'innocence totale, et donc si la blague marche sur lui, bah j'ai de grandes chances que sur scène elle fonctionne auprès d'un public averti qui attend ça. OK. Fait que tu commences avec eux, tu vas dans une soirée d'humour Ici ou dans d'autres comédie clubs. OK. Tout à fait, ouais. Mais ça doit être surtout ici maintenant, tu sais. Et c'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec c'est Michel qui s'appelle, non? Ben lui c'est Yann, l'autre c'est Michel. L'autre c'est Michel. Ouais, ouais. Et un vrai big up à Michel parce que salut Yann, pardonne-moi. Michel est vraiment hyper sympa et c'est la question qu'il me posait tout à l'heure. Il me disait est-ce que ça t'arrive de jouer dans d'autres comédie clubs? Et oui, ouais. J'ai été joué, Ilyes le sait, à peu près dans tous les comédie clubs qui existent à Paris. J'ai été joué au Paname, j'ai été joué au Madame Sarfati, j'ai été joué Au Jamel Comedy Club, bien sûr. Parce que je trouve que c'est intéressant malgré le fait que j'ai ce lieu-là. Je trouve que c'est déjà j'ai rarement ultra communiqué sur le fait que c'est chez moi ici. Pour moi, c'est vraiment la maison des humoristes. J'essaye de rester un peu discret là-dessus. Parfois, je viens pas pendant plusieurs mois aussi, et c'est aussi l'idée du truc, quoi. Pourquoi tu fais non? Non, c'est bon, je rigole. Non, c'est vrai. Non, en vrai. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Franchement, il le dit pas. Jamais. OK. Il est vraiment hyper Il discret. tellement qu'il parle sous la pression. Et non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est la maison des humoristes. Et voilà, il est. Non, c'est notre maison, quoi. C'est vrai que des fois, tu viens, c'est pas chez toi. Mais j'adore aller essayer ailleurs, mais c'est vrai qu'évidemment, le plus simple est de jouer ici. Donc, ça m'arrive très souvent de tester ici, bien sûr. Puis toi, est-ce que c'est le même processus pour écrire? Non, justement, moi c'est à l'inverse. En fait, moi je commence pas par demander aux gens ou les tester sur eux parce que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer une blague à quelqu'un. OK. J'ai trop du mal à faire ça. C'est très vrai. Je préfère. Non, mais c'est vrai, t'es un très bon humoriste sur scène, mais dans la vie. En fait, ouais. Non. C'est vraiment la maison des humoristes. Ici. Ça, on est bien, tu vois. Et bref, et du coup, donc moi je viens dans la maison des humoristes. Et d'abord, je teste avec le public parce qu'en fait, sur scène, il y a toujours un truc où t'es face au public et du coup, ton corps il est en danger et il va trouver des trucs. T'as jamais eu ça où des fois, moi, je sais pas, je note une idée et je sais pas vraiment où je vais aller. Je viens sur scène et je pars La dans vie te guide vers un gag. exactement. Ah non, je comprends absolument. En fait, la pression, l'adrénaline, T'as tellement peur d'avoir de l'air stupide sur scène. C'est automatique. Des fois, même toi, tu découvres ce que tu dis et tu dis, ah, ok, c'est marrant. Des trucs que t'aurais pas trouvé toi tout seul face à une feuille. Et quand je vois que l'idée, elle plaît un peu un minimum aux gens, là, je vais en parler à mes amis. Je leur dis, bon, ça marche un peu, je pense qu'il y a un truc à creuser. Parce que des fois, tu creuses longtemps, après t'arrives sur scène et ça plaît pas du tout au public. Toi, t'es dans ton délire et tu peux vite être démotivé. Et du coup, je préfère faire le sens inverse. Ouais, c'est vrai, ça marche aussi. Ouais. Oui, justement. Oui, enfin, je sais pas, j'ai jamais essayé comme ça, mais ouais, j'imagine que ouais. C'est ce que je fais. Et fait que t'essayes sur scène devant le public. Et là, quand ça marche, avec tes amis, vous montez un numéro ou tu montes un numéro seul ou comment ça marche? Non, j'essaye d'appeler les gens. Alors, j'essaie de rajouter une blague par jour. OK. Tous les jours, d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris ça. C'est Kev qui m'a appris ça dans la maison des humoristes. Un jour, il m'a dit. non, un jour, il m'a dit. Et je pense que toi, c'est Gad qui t'a appris ça. Ouais, je sais plus si c'est Gad qui m'avait dit de faire, mais ouais. Je sais plus. En gros, il m'a dit. Lui, par exemple, Gad, il avait dit une joke par jour, mais ça peut venir de n'importe qui. Mike, est-ce qu'on va vraiment rentrer sur ce sujet-là? Moi, j'ai pas de problème, les gars. Moi, j'ai aucun problème à en parler avec plaisir. Vous voulez parler de ça vraiment? Mais non, mais c'était. Regarde les gens. Mais non, mais regarde où tu m'as amené, Ilyes, putain! Non, mais c'était pas Gad. C'était pas Gad. C'était un autre mec. Tu t'avais dit ça, toi. Non, mais vas-y, termine. On peut parler de. Non, Kev m'avait dit, si tu rajoutes pas une blague, si tu trouves pas une blague par jour, c'est une journée de perdu. Oh ouais. Et j'ai grandi vraiment avec ça. Je lui avais dit qu'effectivement, je crois qu'il faut se forcer à écrire
une blague tous les jours, une joke tous les jours. Et pour le coup, d'ailleurs, je pense sincèrement que c'est à l'époque où j'allais bosser avec des Québécois comme Mehdi Boussaïdan, etc. Je pense que j'avais travaillé avec, enfin, je me rappelle plus de son nom, mais j'aime beaucoup cet humoriste aussi qui s'appelle Frankie, qui a les cheveux longs. Ouais, Frankie. J'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là, et pour le coup, il y a une rigueur aussi au Québec, qui je trouve est beaucoup plus ancienne que la nôtre au niveau du stand-up. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de réflexe d'écriture, de même si on prépare pas spécialement un show, on va quand même essayer d'écrire et de provoquer les idées amènent les idées, etc. Et pour le coup, j'ai eu la chance d'aller au Québec écrire assez jeune, et je me rappelle que j'avais été inspiré de cette rigueur. Ça, l'affaire que tu avais dit d'un gag par jour, je trouve quand t'es jeune, quand il t'a dit ça la première fois, ça a l'air de rien. Tu sais, mettons, écrire une blague par jour, c'est... Tu vas avoir une joke par semaine, peut-être qui va marcher. Ou tu sais, mettons... Même moins que ça. Mais tu sais, si tu te dis, OK, je travaille à tous les jours dans le but d'avoir une bonne minute par semaine. Une bonne minute par semaine, c'est facile à avoir. Mais si t'as la rigueur de le faire tout le temps, c'est 52 minutes par année. C'est incroyable. C'est énorme. C'est un show par an, finalement. Oui, exact. Mais ça fait mais peur. tu trouves pas une bonne blague par jour. C'est Non, pas vrai. non, tu trouves, ouais. T'en trouves, le jour où t'en trouves une bien, t'es tellement heureux, t'es tellement content, parce que c'est comme chercher de l'or. Parfois il y a des bons sujets, parfois tout s'aligne, et puis finalement la blague, elle se dégonfle. Parfois c'est l'inverse, le sujet est un peu naze, où tu te dis, ou au contraire il a déjà été beaucoup utilisé. Je pense notamment aux relations hommes-femmes, et donc il faut, tu vois, trouver un autre angle, une autre manière d'approcher le truc. Donc non, je crois pas que tu trouves une bonne blague par jour, mais il faut se forcer à en écrire une par jour. C'est ça que Est-ce que tu trouves qu'en vieillissant, c'est plus facile pour toi de savoir si ça va marcher ou non, ou ça te surprend encore autant qu'au début? Non, ça me surprend toujours. OK. Et ça me surprendra toujours. C'est la magie de notre métier. C'est que parfois t'écris une blague et tu te dis, OK, elle est cool. Et puis t'arrives sur scène et puis il se passe une magie. En fait, elle est plus que cool. Ça emporte les gens d'une manière. Et l'inverse est tout aussi possible. Il y a des blagues, moi, dont j'étais hyper fier. Je me disais, mais ça, c'est de l'or. Ça, c'est sûr que les gens, ils vont taper des mains et des pieds, quoi. Et puis je fais la blague sur scène et ils sont en mode, non. Ah ouais. Ouais, mais je trouve que t'as aussi le recul quand tu vieillis. Tu sais à peu près ce qui marche. Moi, je me rappelle, je faisais la première partie de Kev. Je me cherchais encore. Je connaissais pas, je savais pas mon personnage. Je faisais des blagues un peu que tout le monde faisait. J'arrivais pas à être original sur scène. Et un jour, je parle de Kev d'un sujet, et Kev il me dit, ça c'est de l'or. Tout de suite, il m'a dit c'est de l'or. Au début, je l'ai pas trop écouté. Après, il m'a dit, si tu fais pas, je le fais. Je dis, OK, je le fais. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, c'est vraiment ce sketch, grâce à ça, que les gens m'ont connu. Ça a été mon hit. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit... Mais tu le voyais pas, toi? Moi, je le voyais pas. Parce que j'avais pas l'expérience que lui, il avait. Lui... Non, évidemment que l'expérience te permet de mieux voir où est-ce que il y a un angle que t'as pas souvent entendu. Il y a des choses qui te surprennent. Mais être sûr que ça va marcher, personne n'a aucune certitude. C'est le principe. Mais du moins, de comprendre que le sujet est bien, c'est un truc que je pense que tu comprends avec l'expérience. Que moi, j'avais pas encore... Je commence un peu à avoir, je me dis, OK, ça a pas été fait en consommant du stand-up aussi tous les jours. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait, là, ça va faire bien 9 ans. 9 ans, OK. Ouais. Quand même. Et est-ce que tu suis Kev en tournée tout le temps, ou c'est... Non, je le suis plus en tournée mais j'ai commencé grâce à ça. En fait, moi, j'ai rencontré Kev dans la rue En tournée parce que je suis plus en tournée. OK. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis là. C'est une bonne raison, ouais. Non, en fait, moi, j'ai rencontré Kev dans la rue. L'histoire est vraiment marrante. Ouais. OK. Moi, je décide d'arrêter la scène parce que c'est très compliqué. C'est un métier qui peut durer 10 ans, 15 ans sans on n'a pas de date butoir. On dit, il n'y a pas 10 années d'études et après, boum, tu vas y arriver. Il y a des gens qui réussissent en 30 ans, d'autres en 20, d'autres en 5. D'autres jamais. D'autres jamais. Mais tu vois, on sait jamais. Et moi, quand je commençais, c'est dur parce que c'est un métier où au début, tu gagnes pas d'argent. Tu dois miser sur toi. Et surtout qu'avant, il n'y avait pas autant de comedy club que maintenant. Du coup, les chapeaux, tu gagnais 3-4 euros par-ci par-là. C'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est devenu facile de jouer et de gagner sa vie, même quand t'es pas connu. 3 euros. Avant, on faisait des scènes quand t'avais 8 personnes. Ah ouais. Et on était 5. On n'était pas, les gens, ils donnaient pas beaucoup. Ouais. On avait 3-4 euros par personne. C'est quand même drôle. Tu sais, Ouais. parce on a tout commencé en faisant des shows pas payés. Puis pas payés, je le comprends, je l'accepte. Mais 3 euros, Mais je l'accepte pas. On dirait... Non, mais un jour, j'ai joué, il y a un mec qui m'a sorti une pièce de 2 euros à la fin, il m'a dit, tiens, c'est pour rentrer chez toi à Lille. J'habite à 2 heures de route. 2 euros, il a cru que c'était 1 euro par heure.
En vrai, ce que je trouve le pire, c'est qu'il les a pris, quoi. Tu vois, c'est ça vraiment. Bien sûr, je les ai pris. Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était soit ça, soit où il y a rien en fait. Du coup, tu prends tes trucs. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, ok, c'est trop compliqué. Je préfère aller travailler ailleurs et gagner de l'argent. Et quand j'ai un peu d'argent de côté, je reviendrai faire du stand-up. Je décide de tout arrêter. Et par hasard, je croise Kev dans la rue. OK. Au détour d'une rue, il est au téléphone. Et je discute avec lui. Je lui dis, écoute, en fait, j'avais tout vu de lui. Tu l'as arrêté? Je lui dis, ouais, il est au téléphone. Je dis, Kev, j'aimerais juste te parler. Voilà, je connais tes documentaires. C'est un peu grâce à toi que j'ai fait de la scène parce que je connais ton travail par cœur et tout. Et je pense que je l'ai un peu touché dans ce que je lui ai dit et il a été grave cool. Il s'est peut-être vu en moi quand il était plus jeune, je sais pas. Il m'a dit donne-moi ton nom, ton prénom. Il a noté dans ses notes. Il m'a dit si un jour je viens à Lille, tu feras ma première partie. Et 3 mois après, il revient à Lille et il m'envoie un message. Moi, ça y est, j'étais plus humoriste. Je vendais des voitures. Ah ouais, OK. Et Kev, il m'envoie un message, il me dit viens demain faire ma première partie. Il a tenu sa parole. Moi, il m'a remis un peu je suis arrivé le lendemain. Tu sais, quand tu joues pas depuis 3 mois, déjà que j'étais pas ouf. Ouais. Puis les salles que tu joues, c'est des zéniths, c'est des 5000 places. À l'époque, c'est fin du processus, mais là c'était les rodages. Ouais, moi je l'ai Ok. connu, c'était vraiment les rodages. Mais des rodages, ça doit être quand même des grandes salles. C'était une salle de 200 Ok. Oui, il rodait dans des petites salles. Et donc à l'époque, moi, Mais 200 à l'époque Pour moi, tu sais, c'est un quand truc t'es de fou. nouveau, c'est énorme. moi je prenais des chapeaux à 3 euros. Pour moi, Ouais. devoir Tu sais, je voyais je vais 200, je me disais pour moi c'était le Zénith c'était le Centre Bell pour vous, c'était un truc de fou. Et donc Kev, il me dit fais la première partie et donc j'arrive, je fais la première partie et c'est pas fou du tout. Mais je sais que c'est pas fou parce qu'il me dit t'as une bonne énergie, c'est ce qu'on dit aux gens pas fous. Ah ouais. Sauf que moi, je suis un mec dans la vie, j'arrive pas à quand je perds, je veux continuer. Et du coup, je lui dis mais demain tu fais quoi? Il me dit je joue à Nantes. Je lui dis je peux venir? Il me dit non mais j'ai pas de budget pour les premières parties parce que c'était les rodages. Donc il prenait pas de première partie. Tu sais, rodage, il y avait moi et un régisseur et un gars qui bossait avec moi. Enfin, on était 3 sur la route. Et du coup, moi, je lui dis, bah écoute, je viens de mes propres moyens. Je vendais des voitures, donc j'avais pu un peu gagner un peu d'argent. Et le Il lendemain, avait une voiture, du coup. Ouais. et le lendemain, il arrive à Nantes, j'étais là. Et après c'était Bordeaux, j'étais là. J'ai été touché par son obsession. Ouais. Qui m'a touché. Avant les blagues. Ouais, Non, mais vraiment. Mais c'est vrai. c'est vrai. Au début, mais c'est les vrai. blagues étaient fragiles et tout, mais ce qui me touchait, c'était le côté, tu m'as ouvert la porte et j'en suis reconnaissant. Et pour ça, partout où tu vas aller, je vais aller et je ferai ce que tu me dis de faire. Et puis l'écouter vraiment à fond. Et puis moi, je me revoyais. Je trouve que dans ce métier, il y a quelque chose qui est très beau, qui est très touchant, c'est la volonté. Tu sens quand quelqu'un a la flamme dans les yeux et que ses yeux te disent, j'ai pas d'autre choix que ça. C'est ça où je meurs, quoi. C'est trop important pour moi. Et ça, c'est un truc que parfois je vois, que j'ai rarement vu, mais que j'ai vu chez certains, que j'ai eu la chance d'avoir en première partie, qui en plus, derrière, on fait des jolies carrières. Je pense à des gens comme Ahmed Silla ou comme Maxime Gasteuil qui ont ouvert mes shows au fur et à mesure des années. Et quand je voyais ce côté, c'est ça ou rien, ouais, ça m'a toujours touché, bouleversé. Et je l'ai vu chez Ilyes tout de suite, quoi. Il y avait ce côté, t'es où demain? Je suis à Nantes. J'arrive au théâtre à Nantes, il est là avant moi. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, c'était un truc de fou pour moi, parce que moi, j'allais en vacances en Algérie, j'achetais ces CD, c'était des faux. Ah ouais, J'ai jamais gagné 1 euro grâce à ça. J'achetais des faux. Non mais je connaissais, en fait, des CD gravés. j'étais tellement admiratif de sa carrière parce que ce qu'il faisait pour son âge, à 18 ans, 19 ans, c'était une star incroyable, il remplissait des zéniths. Et mais quand t'es jeune, tu te dis, mais en fait, même quand t'es jeune, tu peux y arriver. C'est le message qu'il a pu donner aux gens. Et moi, ça m'avait marqué. Et du coup, me retrouver avec lui, c'était incroyable. Et du coup, je voulais plus le lâcher. Du coup, j'ai vécu chez lui pendant 1 an. OK. La maison des humoristes. Pas. Puis comment est-ce que ça c'est arrivé que tu vives avec? En fait, après, j'étais tous les jours avec lui, donc au final, il y a une relation qui est un peu née. Et puis j'ai appris un jour, et ça m'a bouleversé. J'ai appris un jour que parfois il venait faire des premières parties et que ça lui arrivait. Il était avec un pote qui s'appelait Nassim à l'époque. Ça leur arrivait de dormir dans la voiture. Ouais. OK. Et ça, j'ai dit mais je comprends pas pourquoi. Et il dit c'est pas grave, et tout, on n'a pas l'argent pour prendre l'hôtel, mais t'inquiète, on s'en fout. Si on est là demain et que je peux jouer, ne te soucie pas de moi, t'inquiète, moi je suis là, je suis avec toi et tout ça. Et puis forcément, tu passes des jours en rodage avec lui, et donc forcément, tu vois, le gars il est là, et puis c'est comme un petit frère, et ça t'émeut. T'aimerais qu'il puisse prendre une douche, tu sais aussi. Évidemment. Tu vois, tu te dis c'est mieux en termes d'odorat si
Et c'est vrai que petit à petit, ouais, on s'est rapproché et tout. On s'est une fois rapproché. que j'étais très proche, je me suis dit, il est temps que cette personne prenne une douche. Et donc là, il est venu à la maison. Il est Fait que venu à là, la tu lui as demandé d'aller. Puis ton ami qui vivait avec toi dans l'auto, lui, il a continué. Lui, il est avec resté dans l'auto. OK. Il est resté dans l'auto. Non, mais c'était fou. Non, franchement, et puis grâce à lui, je suis parti 1 an et demi. J'ai fait 1 an et demi de tournée. Je me suis retrouvé à jouer dans des zéniths et tout. Et du coup, j'ai pris l'assurance. J'ai trouvé aussi mon jeu. J'ai trouvé mon style. Et j'ai appris surtout, en un an de tournée avec Kev dans un zénith. C'est des années de gagner. J'ai gagné des années. C'est vrai que moi je l'ai vu naître petit à petit, c'était magnifique quoi. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans les rodages comme un enfant effrayé ou qui se disait mais qu'est-ce que je fais là, je devrais pas être là. Et à la fin de la tournée, c'est-à-dire ouais c'est ça, une grosse année et demie plus tard, il jouait devant 5000 personnes avec une assurance de dingue. Et ouais pour moi c'était touchant, c'était fou quoi, franchement. Tu faisais combien de temps? Je faisais 10 minutes, 8 minutes, entre 8 et 10, ouais. Et là, est-ce que t'es en tournée, toi? Là, j'ai mon spectacle, je fais les mêmes salles que je faisais avec Kev en première partie. Est-ce que moi, tout seul. t'as une première partie? Ouais, j'ai une première partie. OK. C'est mon pote. Est-ce que c'est le même genre de relation? Il dort chez moi, non? OK, non, OK. Non, il dort dans la voiture. non, mais moi, c'est mon ami, enfin, c'est un de mes amis d'enfance OK. qui fait la première partie, du coup, ouais. Mais c'est pareil. En vrai, tu transmets ce que t'as appris. Et je pense que c'est comme ça. Ouais. C'est ça aussi que ça sert les premières les premières parties. Ça doit être un échange. La première partie, elle apprend et puis elle sert aussi à l'humoriste qui va passer derrière. Moi, ça m'a beaucoup servi. Sans ça, je pense pas que j'aurais eu la même. Je serais là. Enfin, c'est sûr que je serais pas là. Mais non, je te jure, j'aurais pas eu la même carrière sans Kev. Je serais même pas là. C'est beau, ça. C'est vrai. Ouais, on devrait applaudir ça. Hey, est-ce que je pourrais avoir un autre bière, moi, s'il vous plaît? Évidemment, les gens transmettent, c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est la transmission. Moi je trouve que c'est un des rares métiers aussi où tu es obligé d'avoir des pairs, où tout le monde a des pairs et tout le monde apprend d'autres gens. Je trouve que c'est important. T'es chanceux parce que, tu sais, ce que t'es en train de faire avec lui puis t'as fait pour d'autres, d'habitude c'est un truc qu'on fait quand on pogne la 40-50aine, mais toi, vu que t'as commencé tellement jeune, est-ce que t'as déjà été le mentor de quelqu'un plus vieux que toi? Non, jamais. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait, ouais. Ça serait juste bizarre pour la planète au complet. Ouais. Sauf vous deux, là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être toujours, un peu prématuré dans ce métier. J'ai eu la chance de faire les trucs vite, quoi. Et j'espère que ce sera, comme ça longtemps, enfin pas trop longtemps parce que je veux pas mourir trop jeune non plus parce que sinon ce serait bizarre. Ah ouais. Mais c'est parce que normalement c'est ça la suite quoi, tu vois. C'était le mentor à 30 ans, à 42 tu fais tes adieux, tu vois ce que je veux dire et mais non, j'ai toujours eu la chance de passer les étapes vite et c'est vrai que je trouve que c'est important d'aider les plus jeunes mais c'est vrai que j'ai dû filer des conseils peut-être à des gens de quelques années de plus quoi. Ça c'est Est-ce que toi quand t'étais petit, le but c'était la scène, le cinéma ou est-ce que c'était uniquement la scène ou... À la base, c'était le cinéma. OK. Ouais, je faisais des castings quand j'étais enfant, mes grands-parents m'emmenaient au casting, c'était mon obsession, il fallait être au cinéma quoi. Et j'ai vu que ça marchait pas, j'étais très mal à l'aise avec l'exercice des castings, avec des gens qui allument une petite caméra puis qui te regardent comme ça et qui T'avais quel âge quand t'as commencé à faire des castings? 7-8 ans. Ça doit être dur mentalement d'avoir des adultes qui font non, il est pas bon. C'est super dur. Et puis, au-delà du fait que c'est super dur, c'est dur pour toi, puis c'est dur pour ta famille qui, encore une fois, sur le chemin aller, puis sur le chemin retour, te dit, mais ouais, mais on te l'avait dit, c'est pas pour toi. C'est pas un métier. Rappelle-toi, on en avait parlé. Tu vois, donc, tout le process est dur, il est pesant, et tu te dis, au bout d'un moment, ouais, c'est peut-être effectivement pas pour moi. J'avais mon grand-père, pour le coup, qui était assez fan de tout ce qui était artistique, qui faisait des spectacles de rue en Tunisie, il jouait de la mandoline, pour lui, le spectacle, c'était la vie, et donc c'est un des rares qui m'encourageait à fond, qui me disait, mais il me montrait les films de Charlie Chaplin, il me montrait les films de Louis de Funès, tu vois, il y avait un côté il faut que tu vois ces choses-là, ça va t'éduquer, tu vas comprendre jeune ce que c'est que le rire, le spectacle, l'humour, c'est important. Je me rappelle qu'un jour on avait été à un concert de Danny Briand, qui est un chanteur français que peut-être vous connaissez. Et je le connais pas, mais il y a un nom très drôle. Ouais. il s'appelle Danny Briand, pour de vrai, c'est son nom. C'est parfait comme le cousin de Johnny Soyeux. Et en gros, il m'a pris dans les bras, mon grand-père, et il m'a posé sur la scène. Ce qui est extrêmement mal poli, en réalité, pendant le concert de quelqu'un, tu vois. Sauf que j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, et c'est un souvenir qui m'a marqué à vie, quoi. Je me suis retrouvé sur une scène, qui était la scène du Casino de Paris, et j'ai senti chez lui qu'il y avait cette volonté folle de me voir sur scène. Tu vois, il y avait un côté,
quelle fierté ce serait pour moi que ce mec-là, il arrive à aller sur scène encore plus qu'au cinéma. Et donc on a commencé à parler de la scène, il a commencé à me montrer des gens sur scène, et c'est vrai que petit à petit ça a commencé à trotter dans ma tête. Et là j'ai commencé à regarder des spectacles d'humoristes. Et il y a plein d'humoristes qui m'ont touché, bouleversé. Je regardais Eli Kaku évidemment beaucoup. Je regardais Michel Courtemanche qui a été pour moi. Oui, Courtemanche, j'en ai parlé tantôt. Ouais. Est-ce que quand tu as découvert Michel, est-ce qu'il était toujours en France ou tu l'as découvert puis il était déjà retourné au Québec? Il était déjà retourné au Québec et Okay. il était déjà dans une espèce de creux de carrière où il faisait moins de spectacles, etc. Et c'était après la tornade entre guillemets française qu'il y a eu au début des années 90. Et mais je le regardais avec, je me disais mais comment c'est possible de rendre les gens hilar à ce point sans dire un seul mot, quoi. Je me disais la force du corps, la force de la puissance de ce mec-là, la puissance du visage, de la tête, des bruitages. Quand t'es un enfant, c'est fascinant. J'étais fasciné par le mec, quoi. Je me disais mais c'est fou, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu ne serait-ce qu'un équivalent même chez les Américains. C'est dingue de faire ce que ce mec fait. Et ouais, ça a été une révélation. Je devais avoir 10-12 ans la première fois que j'ai vu Michel et j'ai été ouais, c'était un choc, vraiment. Je me rappelle, il y avait une année, t'étais à Québec pour Comédio, je sais pas si ça s'appelait le Grand Rire à l'époque, puis Michel Courtemanche était là. Puis je sais pas si c'était la première fois que tu le rencontrais, mais je me rappelle, ça m'avait marqué comment que tu le regardais. Tu le regardais comme un enfant Ouais. qui rencontre son idole. La première fois que j'ai joué mon spectacle à Montréal, c'était en 2015. OK. Donc, enfin non, en fait, c'était la deuxième fois, mais la première fois que c'était vraiment mon spectacle, moi en headliner, avec des tickets avec mon nom, etc. C'était donc en 2015. Et c'était, je me rappelle, c'était pas encore Comédia, c'était Juste pour rire à cette époque-là, 2014 d'ailleurs, je crois. Et Michel est venu voir le spectacle, ouais. OK. Et j'avais dit, ce serait un honneur pour moi qu'à la fin, il vienne juste saluer le public sur scène. Et il y avait des représentants ou son manager, je sais pas, les personnes qui étaient avec lui, qui avaient dit, il montera pas sur scène. Il veut pas faire de la scène. La scène lui fait peur, la scène l'effraie, il ira pas sur scène. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave, c'est juste, transmettez-lui que pour moi, ce serait un honneur absolu. Et à la fin du spectacle, j'ai dit, pour moi, de jouer ici à Montréal, c'est symbolique, c'est fou, c'est tellement loin de chez moi, d'être ici, je devais avoir 24 ans, d'être ici à mon âge et de pouvoir jouer mon show devant, il y avait comme 1000 ou 1500 personnes, c'est dingue, merci pour ça, mais surtout, ce qui est pour moi plus fou que tout ce que je viens de vous dire, c'est que dans la salle, il y a un monsieur qui a été un choc pour moi quand j'avais 10-12 ans et j'aimerais qu'on lui fasse une ovation. Et il est venu sur scène pour prendre cette ovation et il faisait comme s'il boitait un peu et tout ça, tu vois, comme il sait très bien le faire. Ouais, ça a été un moment spécial, vraiment spécial. Et puis quelques années plus tard, il y a 3 ans de ça, j'ai fait carrément un numéro avec lui sur scène à Comédia. T'aurais fait le drummer, c'est ça? Non, on a écrit un numéro pour le coup original OK. qui a été après je crois qui a reçu une sélection ou nommé dans un prix, je connais pas bien les prix mais qui a et en gros c'était moi qui racontais mon arrivée au Québec et Michel qui mimait. Et évidemment c'était pas, les mimes correspondaient pas vraiment à ce que je disais, mais pour moi ça a été un honneur absolu, c'était comme une case énorme que je cochais. Je me disais mais si on m'avait dit ça enfant, un jour tu feras un sketch avec ce mec là, un jour vous serez en face de 1000 personnes et tu vas dire des jokes et lui il sera à côté, il va les mimer, j'aurais dit mais c'est pas possible, c'est un rêve quoi. Et ouais, ça c'était quelque chose de fou. Et puis c'est resté un ami, on s'écrit très régulièrement. Puis surtout qu'il fasse ça maintenant, quand on sait à quel point il a peur de la scène. Et il a souffert de la scène. C'est encore plus touchant que tu sais que pour lui, tu sais, il est stressé 1 mois d'avance, sûrement. Mais même peut-être même plus que ça, c'est dur quoi. C'est quelqu'un à qui la scène a fait mal et on sait que la scène peut faire mal. C'est un métier qui peut faire mal. Moi ça m'a je pense à une période de ma vie vraiment bousillé le cerveau parce que c'est une souffrance absolue. Tu te dis mais est-ce que je suis à la hauteur du truc? Et puis en plus j'ai toujours grandi dans une génération où tout le monde donne son avis sur tout ce que tu fais, sur le nouveau numéro, sur le nouveau spectacle, sur le nouveau film. Et donc ouais, il y a un moment où tout ça peut t'envahir et peut te bouffer vraiment de l'intérieur. Avec les réseaux sociaux, c'est plus compliqué je pense qu'avant. Avant, il y avait la télé, tu faisais un sketch, tu savais pas si tu voyais le retour avec les gens dans la rue, mais c'était pas aussi violent. Maintenant, tu fais un sketch, enfin, je veux dire, tout le monde peut se déferler contre toi. C'est dur mentalement, je pense. Est-ce que tu lis les commentaires? Moi, je les lis pas. Okay. Franchement, j'arrive à Je pas. veux dire que tu devrais les lire parce que c'est pas fameux. Non, je pense que franchement, j'ai des bons commentaires. Après, même les mauvais, ils me touchent pas. Je lis pas les commentaires. Okay. Après, il y a je regarde mes messages. Certains ont des retours très constructifs et je les écoute.
d'autres moins, et je les écoute pas. Je sais que ça fait partie du jeu. Quand je vois des gens que j'admire, des gens hyper forts, notamment j'ai vu des mecs comme Gad faire des sketchs parfaits, et des gens non, Les gars, je sens que ça vous... Attends. Excusez-moi. Les amis, je sens que vous en avez Non. envie. On va faire ce sujet-là juste après. Attendez juste que je parte. Laissez-le finir Attendez que son je parte. anecdote. Moi, je vais partir. Mais Vous non, ferez mais après. il faut pas partir, au contraire, il faut Non, parler je vais y de ce aller, sujet-là. je vais y aller. Non, pour de vrai, moi, non, regarde, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je trouve. Enfin, j'ai grandi aussi avec un mec comme lui. Allez, Zidane. Allez, on va parler de Zidane. J'ai vu des gens critiquer Zidane. Je me dis, je suis qui moi pour qu'on me critique pas? Je sais que ça fait partie du jeu. J'ai appris à mettre ça de côté, mais je sais que mentalement, ça peut être dur de. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit. Non, mais t'as raison. Mais moi, j'admire ça parce que, tu vois, je pense que la nouvelle génération qui a grandi avec ces réseaux sociaux a plus de facilité à mettre de la distance. Moi, je suis en ultra sensibilité. Moi, j'ai lu des messages Ah ouais? qui m'ont tordu le ventre. J'y pensais pendant la semaine entière. Et même s'il y avait 10 messages qui disaient t'es trop marrant, force à toi, plein de courage pour la suite, et un gars qui disait mais t'es pas drôle, arrête ce métier, j'allais regarder le compte du gars, je regardais sa photo, j'imaginais sa vie, je me disais pourquoi il a pris le temps de m'écrire ça, j'imagine que s'il a écrit ça c'est qu'il y a une forme de sincérité, peut-être qu'il veut m'aider, mais alors dans ce cas-là je comprends pas son aide. Il m'est arrivé pendant des moments d'envoyer des messages au gars, de dire j'ai lu ton commentaire, je cherche à le comprendre, explique-moi, tu vois. Et Qu'est-ce que les gens répondent? alors quand c'est tu très dis ça? étrange. C'est soit, non mais c'est très étrange. C'est soit, pour avoir fait le test 50 fois, c'est soit, Je m'excuse. hello, pardon, je pensais pas que tu lirais ce message. Ok? En vrai, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'était pour rire. Ok? Ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, c'est une insulte extrêmement violente. Ok? Hello, j'ai vu ton message, pourquoi tu me dis que je suis pas drôle? Il te répond, on peut pas trop dire d'insultes sur le podcast. Oui, tu peux, ben oui. Nique ta mère. OK. Et toi, tu te dis, ok, waouh, c'est ça la conversation, quoi. On part sur ma mère et tout, ça rentre dans des délires familiaux. Enfin, je comprends pas, quoi. Donc, c'est soit extrêmement violent, soit au contraire des gens qui, comme une recherche d'attention, finalement. Tu vois. Est-ce que quand les gens vont vers Nick ta mère, est-ce que tu réponds un autre fois? Là, je m'amuse. OK. Ouais. Écoute, je te permets pas, voilà, tu la connais pas, c'est une Ouais. femme convenable, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'elle me permettrait d'ailleurs, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte, et souvent, ça arrête de répondre. OK. Mais en même temps, quand ils sont rendus là à nique ta mère, tu le sais que c'est pas ton numéro, tu sais que c'est pas ton produit, Oh ouais. c'est juste que ils t'ont jamais aimé la face, puis là ils t'ont C'est ça. croisé sur C'est Internet. ça. Même, je pense, quelqu'un qui Qui est commente. rendu là, Ouais. c'est même pas qu'ils l'ont jamais aimé. Ouais. C'est juste, ça va pas bien dans leur vie, puis n'importe qui a du succès, il veut les rabaisser à son niveau. Mais c'est d'ailleurs souvent le cas des gens qui critiquent fort sur Internet, Ah. qui prennent le temps. Tu sais, il y a des forums qui parlent de stand-up, des forums qui parlent de cinéma. Parfois, c'est des forums qui demandent une inscription. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'inscrivent. Tu vois, avec un mail, mettez un mail, confirmez le mail, ils vont sur leur mail, ils confirment pour écrire un message hyper violent. Je me dis quand même, il faut un temps de fou, quoi. Ça prend du temps. C'est vrai. C'est un investissement Ouais. de dingue. Et quelque part, c'est fou de dire ça, mais quelque part, je les comprends un peu. Parce qu'il m'arrivait quand j'avais 18-19 ans, quand je regardais certains humoristes, et parfois je me disais, ah, vas-y, il a rien à faire là, en vrai, c'est moi, je devrais avoir sa place, je le sais, je suis meilleur, je sais que je peux faire mieux. Et cette haine-là, parfois, était peut-être mal placée. Et donc, parfois, je me revois dans ces gens-là, je me dis, ah, tu sais quoi, en vrai, je leur en veux, ça me fait de la peine et tout, mais ça va. Mais ça, c'est une réflexion qui est venue après 10 ans d'insultes. Tu comprends? Si, je sais pas comment c'est en Europe, mais au Québec, les gens qui écrivent ça, c'est souvent des madames avec des chats dans leurs photos. C'est genre, ou un arc-en-ciel, ou des pensées positives, genre C'est un si vrai. poème, le bonheur, tu sais, c'est que positif, mais leurs commentaires, c'est juste des vieilles madames fâchées. Non, généralement, nous, c'est des mecs qui s'appellent Sylvain, ils ont des photos de profil comme ça et tout. Ouais. Mais on a aussi des vieilles madames fâchées chez nous, hein, mais ouais, c'est pas l'image que j'en ai. C'est intéressant de savoir que c'est ça au Québec. Ouais. Parce que Ouais. nous, ici, c'est plus des petits monsieur rabougris, tu vois, qui se disent, tu vois, moi, je les imagine comme ça, quoi. Tu vois, tu leur dis bonjour, monsieur, bonjour, qui tu dis bonjour? Il Tu vois? faudrait peut-être les matcher Ouais. ensemble. Tu sais? C'est ça l'idée. Ouais. C'est la madame rabougrie Ouais. du Québec et le petit monsieur rabougrie de France. Peut-être qu'ils Ouais. devraient se rencontrer. S'ils pouvaient baiser, on aurait toute la paix.
Mais il créerait des enfants dégueulasses. Ouais, mais ils le feraient ensemble. Et ça, c'est beau. Ah ouais. Mais moi, j'avais, à l'époque, puis je le croyais sincèrement. J'ai eu une époque que je lisais tous les messages que je recevais. Puis, des fois, j'avais des gens qui m'écrivaient avec une violence verbale incroyable. Puis je me disais, grâce à moi, ce gars-là battra pas sa femme. Aujourd'hui, toute la rage qu'il avait à sortir, il l'a sorti. Tu sais, fait que là, après, il va être fatigué, il va être relax. Ouais, c'est pas mal. Il va être gentil avec ses enfants. Comme quoi, il y a du positif à trouver dans tout. C'est ça. Ouais. Je me dis juste peut-être il l'a battu plus tard, mais c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Ouais. Mais ouais. Ouais, peut-être j'ai juste retardé la bataille. L'impact. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Non, mais on parle d'idoles et de gens qui nous ont donné envie. Moi, j'ai aucun problème et je suis d'ailleurs hyper heureux d'en parler avec toi, Mike, puisque j'écoute le podcast depuis longtemps et de parler de Gad Elmaleh, je trouve que c'est important. Non, mais vraiment. Mais écoute, je vais être très honnête avec vous. Avant que j'arrive ici sur le podcast, tes équipes que je trouve absolument formidables m'ont dit s'il y a des sujets dont tu veux pas parler, il y a aucun problème. On n'est pas là pour te mettre mal à l'aise. Donc pour le coup, c'est juste que je sens l'attrait du public sur ce sujet. Je sais aussi le bruit que ça a fait au Québec. Je sais aussi le bruit et l'écho que ça a fait chez toi. Et c'est des choses que je comprends, que j'entends. Mais c'est important pour moi de parler du gars que moi je connais. Mais ça devait être dur pour toi, tu sais, vu que tu connais l'humain. Puis et l'humoriste proche, puisqu'on a fait un spectacle ensemble. Donc, forcément, ouais. Fait que ça devait être dur pour toi quand ça s'est arrivé, humainement. Ça a été très dur, ça a été des grandes secousses, et pour être très honnête, la facilité, entre guillemets, je parle vraiment d'ici, parce que ce qui s'est passé au Québec, j'en ai eu un écho très lointain. Donc je peux pas juger ce qui s'est passé au Québec, mais ici, la facilité et presque la logique était de se retourner entre guillemets contre lui et de dire c'est scandaleux ce qu'il a fait, parce que effectivement on va être très clair là-dessus, c'est scandaleux. Il y a certains numéros où tu vois du mot à mot, quand on sait la complexité que c'est de trouver une bonne blague, on en parlait tout à l'heure, oui évidemment que des gens étaient scandalisés, je le comprends totalement, mais ce qui était une grande souffrance pour moi, c'est que d'un coup, l'image de ce mec se résumait à ça. D'un coup, on oubliait tout le reste et il y avait un côté, ce numéro est une copie, oui. Ce numéro est une copie, oui. Celui-là aussi, oui. Sauf que, moi, j'ai grandi avec un de ces spectacles qui s'appelle Décalage. C'est un spectacle où il parle de ses grands-parents au Maroc, où il parle de son grand-père qui va au McDonald's pour la première fois, où il parle de... Ça m'a rendu tellement dingue, cette histoire, que je me suis mis à vérifier. Même des sketchs qui m'avaient fait grandir. OK. Ah et ouais, tu bien sûr. googlais. Ouais. Mais bien sûr. Ah ouais. Enfin, vous imaginez, pour moi, c'est mon idole absolue d'enfance. Mon cadeau pour mes 10 ans de mes parents, c'était des billets pour aller voir Gad Elmaleh sur scène. C'est peut-être une de mes plus belles histoires dans ce métier. J'ai été le voir quand j'avais 17 ans avec mon CD gravé devant l'Olympia et j'attendais tous les jours. T'avais un CD gravé. Personne, il y a aucun enfant qui achète un CD. Non, mais le CD... Le problème, c'est que lui, CD gravé, c'était des humoristes. Moi, c'était un CD gravé avec mon sketch dans mon salon. Tu vois? Ok, excuse. Je pensais c'était le... Oui, non. C'était pas le sien. Mais non. J'attendais avec mon CD gravé à moi pour lui montrer que je faisais de l'humour. Et j'attendais tous les jours. Et je me rappelle que je connaissais sa sœur, son père. J'avais commencé à identifier les gens. C'était pour moi l'exemple et l'idole absolue. Et il se trouve que, après quelques années, en 2015, il me propose de faire un spectacle avec lui et que ça a été un spectacle merveilleux pour moi parce que c'était l'aboutissement d'un rêve et de quelque chose de très fort. Mais il se trouve aussi qu'on a travaillé ensemble pour écrire ce spectacle et que j'ai vu à quel point le mec est talentueux. Alors, est-ce qu'il a copié? On va pas revenir sur ce débat-là, je crois qu'il y a une évidence par rapport à ça. Mais le fait qu'on résume ce mec-là à ça, je dois reconnaître que il y a eu des fois où je l'ai idolâtré, il y a eu des fois où il m'a déçu aussi, comme n'importe quelle relation amicale. Mais ce que j'ai vu chez ce mec, et je sais que beaucoup de Québécois le savent, c'est qu'il a une forme de génie. Il faut le reconnaître. Alors, peut-être qu'il a fait des choses qui ne se font pas. Est-ce que tu penses c'est quand il faisait ça, c'est à une époque qu'il savait pas que ça se faisait pas? Je pense qu'il savait très bien. Okay. Et je pense qu'il ne réalisait pas la gravité du truc. Okay. Je pense qu'il se disait, mais en réalité, je réinvente. Je réinterprète. Je sais pas exactement ce qu'il se disait à ce moment-là dans sa tête, mais c'est sûr qu'il pensait pas à mal. Tu en as-tu déjà parlé ou non? Oui, bien sûr qu'on en a parlé, bien sûr. Bien sûr. Au début, il y a eu une vraie forme, quand tout ça a explosé, il y a eu une vraie forme de déni chez lui. Il y avait quelque chose de, c'est injuste, c'est un procès injuste, c'est pas vrai, etc. Et puis plus le temps a passé, plus je pense que lui aussi, il a fait un travail sur lui où il s'est dit, bon, peut-être qu'il y a une forme de vérité, peut-être qu'à cette époque-là, j'étais dans ce mood-là dans ma tête, peut-être que je réalisais pas aussi le mal que ça pouvait faire. Il faut savoir qu'il
qu'il est très ami avec beaucoup d'humoristes américains. Donc je pense que parfois il y avait même le fruit de certaines discussions. J'en doute, je suis quasi sûr même. Des trucs de ah cette joke est cool et tout, ça te dérange pas, je vais la faire en France. Ouais, fais-la si tu veux, ouais, truc machin. Et que d'un coup, le truc devient plus gros et puis il se dit attends, à lui, je vais demander l'avis ou je vais pas demander l'avis? Ah, whatever, je vais le faire. Et en fait, non, pas whatever. C'est très important. Encore une fois, je reviens pas sur ce qui a été fait, sur ce qu'il a fait de mal, et j'espère que ça restera presque un exemple pour les générations à venir de l'humour et du stand-up, de se rappeler que une joke c'est important, qu'on met du temps à l'écrire, et que c'est pas comme ça, et qu'on se sert pas comme ça. Ça, c'est très important, et j'espère d'ailleurs que toute cette histoire aura servi à ça. Mais qu'on résume le mec à ça, parfois je vois sur internet des gens qui écrivent copieur, t'as tout copié, t'es un copieur. Mais moi j'ai vu ce gars travailler des blagues, se prendre la tête pendant 8 heures sur une phrase, à se dire est-ce que la bonne manière de l'interpréter c'est comme ci ou est-ce que c'est comme ça, est-ce que je devrais plutôt faire comme ci. C'est un mec qui a dédié sa vie à entertainer le public. C'est un mec qui a dédié toute sa vie à se dire comment est-ce que ce truc-là va être marrant sur scène. Donc forcément, pour avoir vu ça de très près, j'ai un immense respect pour lui. Forcément, au moment de cette polémique, comme tu le dis très justement, Mike, j'ai souffert. J'ai souffert comme un enfant qui voit son grand frère dans la tourmente et qui dit mais mince, putain, mais me dit c'est ça, alors est-ce que c'est ça, est-ce que moi j'ai idolâtré toute ma vie un gars qui en réalité est un fake et qui en réalité a copié toute sa carrière. Et pour le coup, comme je te le disais plus tôt, j'ai fait des vérifications, etc. Les spectacles que j'allais voir petits qui m'ont rendu dingue, qui m'ont rendu fan absolu, ne sont pas des shows qui ont été copiés. Je pense qu'il y a eu un moment de sa carrière où il a fallu continuer de fournir, continuer d'être actif, où il est tombé dans une sorte de facilité qui est grave, et pour le coup il l'a payé, et presque tant mieux. Et je pense même tant mieux pour lui, parce qu'il renaît de ses cendres et il fait des shows qui sont encore plus bons aujourd'hui, parce que c'est un mec qui a compris que en réalité la force et la puissance il l'a en lui. Est-ce que tu lui as offert, est-ce que lui t'a offert des explications là-dessus? Est-ce que tu l'as pas confronté, mais tu sais, quand vous en avez parlé? Plein de fois. Comme je disais tout à l'heure, au début, il y a eu une forme de vrai déni. Et puis petit à petit, il y a eu une acceptation. Il m'a dit, mais c'est vrai, mais en même temps, avec Jerry Seinfeld, on a discuté plein de fois. Peut-être qu'il y a eu des moments dans les 10 ans ou 12 ans d'amitié qu'on a où il m'a dit, mais cette joke, si tu veux, prends-la. De la même manière que moi, ça se trouve autour d'une table au Comédie Cellar, je lui ai dit, mais cette joke-là, je la joue en français, prends-la, mais là en anglais. Parce qu'on n'a jamais vraiment regardé l'inverse. Mais ce serait intéressant. Moi, j'ai déjà vu des shows que j'ai écrits, que j'ai traduits et que j'ai été joué au Love Factory à Los Angeles, que je retrouve aujourd'hui parfois dans des stand-up d'Américains qui m'ont vu et qui ont demandé au gars, c'est un Français? Ouais, il rentre quand? Vendredi, à partir de samedi, cette joke, elle est à moi. C'est qui t'as vu faire ça? Est-ce qu'ils sont connus? Non, mais pour vrai, je veux... Non mais non mais j'ai évidemment des noms précis que je donnerai pas parce que j'ai pas envie. Non. Moi je vais vous le dire. Non, non mais j'ai pas envie de rentrer de re-rentrer dans cette polémique là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu le truc à l'inverse et je suis sûr que pour ces gens-là, c'est même pas de la copie. Ils se disent, c'est un Français, il est de passage en ville pendant 8 jours, il joue ses petites jokes de français sur scène. Il se trouve que celle-là, elle tabasse bien. Mais en vrai, ce mec-là, on sait très bien que sa vie, elle est pas aux États-Unis, on sait que sa vie, elle est en France. Et je pense que c'est un réflexe malsain que Gad a eu pendant un moment, qui est évidemment pas un truc à refaire, qui est évidemment pas excusable. Ouais. Mais ça me fait chier qu'on résume la carrière de ce mec à ça, qui est quand même, pour moi, encore aujourd'hui, un des plus grands génies de notre métier. c'est bon. C'est vrai. Ah ouais. Non, C'est vrai. mais c'est bon. Mais je trouve ça C'était beau bien. comment bien. tu le défends. Non, mais c'est pas que de la défense, hein. Ah ouais. C'est un truc auquel je crois profondément. Oui, non, je sais. Et j'adore aussi en parler avec toi parce que je sais que tu partages pas forcément mon avis et j'ai trouvé d'ailleurs qu'à l'époque la manière dont t'en parlais n'était pas injuste. Tu vois, je m'étais dit, ok, c'est normal d'être furieux, c'est normal quand tu défends le monde du stand-up comme tu le fais, quand tu portes le monde du stand-up comme tu le fais depuis des années, c'est normal, tu vois, d'être choqué, offusqué par ce qui se passe et d'en parler et de le faire savoir. Ça m'a jamais choqué non plus, mais je suis content aussi de pouvoir te dire ce que moi j'en pense. Ouais, tu ouais. comprends? Puis moi, tu sais, quand Copy Comic est arrivé, je trouvais que c'était bon pour faire un ménage. Et souvent, là, quand le monde m'en parle, chaque fois que je viens en France, le monde me parle de Gad, mais moi, ce qui avait à être fait a été fait, puis je pense on peut tourner la page. Complètement. Je pense. Et je vais aller plus loin. Je pense que c'est un mec qui a l'intelligence aussi de plein de choses et qui serait ravi un jour de venir à Sous-Écoute pour en discuter avec toi. Et je pense que ce serait très intéressant d'ailleurs, parce qu'on évolue tous dans la vie et que quand on fait des heures, c'est cool d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cool de débriefer les choses, de laisser le temps au temps, évidemment, mais après de revenir et de parler des choses. En tout cas, je connais l'intelligence du mec. Ça m'étonnerait qu'il s'oppose à un truc comme ça. Je sais pas, par exemple, tu sais, de l'avoir à Sous-Écoute, je pense que j'aurais un malaise.
j'aurais ben je sais que Yann il poserait des questions que Mais Yann, mais est-ce que tu trouverais pas ça constructif non mais et intéressant pour le monde de l'humour justement qu'ils viennent, mais pour parler de ça aussi? pour vrai, il y aurait tu sais, j'ai fait Tout le monde en parle existe encore au Québec et je l'ai fait avec son metteur en scène et il m'avait dit la même chose. Il avait dit tu devrais avoir Gad à sous-écoute et j'aimerais l'avoir avec quelqu'un à qui il a volé, un genre de Martin Matt ou Martin Petit, juste Mais pourquoi pas? juste pour voir. Ouais, Mais ce serait génial. bonne idée. Moi, je trouve. Après, attention, je ne suis ni son attaché de presse ni rien. Ça se trouve, il s'y opposerait totalement. Hein. Mais en tout Ouais, cas, ouais. moi. Non, mais c'est possible. Non, c'est possible parce Il est que comme pas- parce que là, je sens qu'il y a tous les gens dans le Je public qui font. déteste. Là, le rendez-vous est pris. Non. Mais non, mais je Si trouverais. vous avez pas vos billets, c'est demain à 6h. Mais non, mais moi, en tout cas, encore une fois, j'en ai jamais parlé avec lui. Je crois qu'il sait même pas que je fais le podcast avec toi ce soir. Mais moi, en tant que public, vraiment, et gars qui écoute, sous-écoute de temps en temps, et qui suit la carrière de Gad, et qui suit ta carrière aussi en tant qu'humoriste, je trouverais ça intéressant. Ouais. Mais il y a de quoi de. Mais je pense que c'est ça, c'était le genre de truc, je l'ai souvent dit. Ça, c'est juste les humoristes et les comedy nerds à qui ça intéressait. Mais ouais, ça serait vraiment intéressant. Je crois que la d'avoir- polémique qu'il y a eu autour de la copie et de Gad Elmaleh de copie comique dépasse largement le monde des comedy nerds. Je crois que ça a été mainstream. Moi, il y a des gens qui n'écoutent jamais des shows de stand-up, qui n'écoutent jamais de podcasts d'humour, qui m'en ont parlé. C'est un sujet, enfin, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que je crois que personne découvre le fait qu'il y a eu une polémique autour de ça ce soir. Ça a été vraiment énorme. D'ailleurs, petite anecdote marrante sur Copy Comique, je crois que j'ai jamais raconté cette anecdote, mais à l'époque, il y avait donc un compte Copy Comique qui publiait des vidéos. Et C'était lui. et il est temps de vous dire. Non. Et il se trouve qu'à l'époque, à chaque vidéo, en commentaire, les gens réclamaient. Ils disaient, Kev, c'est quand Kev? Il faut absolument que tu te fasses Kev. Jusqu'à quand on va pas avoir Kev? Il y avait une folie là-dessus. Dès que je lisais les commentaires, il y avait mon nom dans les 3 premiers commentaires. Oublie pas, il faut que tu fasses Kev. Ok? À tel point qu'un jour, le gars qui tenait le compte Copy Comique a publié un truc. J'ai des gens oubliés, mais moi ça me fait rire de le rappeler, en disant suite à vos nombreux messages, sachez-le, on a fouillé l'intégralité de la carrière de Kev Adams Et on n'a rien trouvé. et on n'a pas trouvé de copie. Merci d'arrêter de nous envoyer des messages concernant ce sujet, qui pour moi avait été une immense fierté. Ouais. Mais évidemment personne n'en a parlé parce qu'ils s'en foutaient, Ouais. ils étaient en mode il trouvera plus tard, tu vois. Mais ouais, ça avait été fou quoi. C'est très drôle, ça. Ouais. Mais pourquoi, ça, les gens, tu penses qu'ils écrivaient ça, vu que t'es ami avec Gad, et je pense aussi le fait, tu sais, la carrière que t'as, on aime ça, quelqu'un qui monte, mais on aime ça le rabaisser. C'est très vrai. Puis, tu sais, fait que les gens étaient juste, ça fait trop longtemps qu'il est on top. Sûrement, et peut-être qu'il y avait aussi, tu vois, il y avait une espèce de haine, où il y avait peut-être ma corrélation effectivement avec Gad, peut-être le fait que, peut-être effectivement ça faisait longtemps, comme tu dis, on top, j'en sais rien, mais il y avait beaucoup ce commentaire, et moi ça m'avait fait super plaisir que les gars, en fait ça m'avait fait plaisir Mais qu'ils c'est- disent, on a tout étudié. Tu vois, je m'étais dit, putain, les gars, ils ont dû se Ouais. faire chier, ils ont dû regarder tout, tu vois, sur les sujets, etc. Et ouais, j'étais fier de ça et de me dire que en tout cas, la personne qui tenait ce compte avait fait ce travail jusqu'au bout. Oui. Et puis, pour vrai, c'est quelque chose qu'un média traditionnel aurait pas fait. Non. Tu sais, juste pendant le MeToo, il y aurait pas genre New York Times qui écrit « Hey, on a vérifié, mettons, Matthew Perry a jamais violé personne. Arrêtez de nous dire ça, tu sais. » L'exemple est hyper violent, il est Ouais, mort ouais, il y a pas non, longtemps, ouais. mais ok. Alors, C'est C'est waouh. pour ça, je choisis tout le temps des gens qui sont morts comme ça, ils peuvent pas m'actionner. C'est un truc que j'ai maintenant. Hey Yann, y a-tu Des questions, mais qui ont zéro rapport avec qu'est-ce qu'on parle? Ni de viol, ni... Alors on a Gad Elmaleh 02 qui nous demande Il y a Loïc qui demande, la question est pour Kev, on te voit de plus en plus sur Twitch et YouTube, par exemple, Zen sur Twitch. Est-ce que tu penses te lancer un jour?
Waouh, c'est une très bonne question. Je crois pas. Je crois que c'est un média merveilleux. Je crois qu'il faut l'accepter comme un vrai média qui est aujourd'hui aussi puissant que la télé, voire plus puissant. Je crois qu'il faut embrasser ce média-là. Il faut y participer. J'étais ravi quand on m'a invité à Zen. Je suis ravi aujourd'hui. J'ai encore travaillé sur une vidéo avec un YouTuber qui s'appelle Michou cet après-midi. Je suis ami avec un YouTuber qui s'appelle. Enfin, je m'entends très bien avec un YouTuber qui s'appelle Amixem. J'aime beaucoup des YouTubers. Je trouve que la créativité, l'inventivité qu'il y a sur YouTube aujourd'hui est sans commis de mesure, incomparable avec celle de la télé. Et puis moi, j'ai le cul entre deux chaises. Je sais pas si c'est une expression qu'on dit au Québec. Ouais, mais ouais. J'ai le cul entre deux chaises. Je pensais que c'est une expression québécoise. Ah ouais, pour de vrai? J'étais comme, ok, hein, ça existe en France. Ouais, ça existe chez nous. J'ai le cul entre deux chaises parce que j'ai 32 ans et je suis le dernier de ma génération à avoir été connu en France grâce à la télé. Uniquement grâce à la télé, pas grâce à YouTube. Tous les gens de ma génération qui ont entre 25 et 35 ans aujourd'hui et qui sont connus des Français sont des YouTubeurs. Enfin, en tout cas, 90%. Et donc, forcément, je me sens un peu cousin de cette génération et en même temps un peu exclu par beaucoup. Parce que je sais qu'il y a un côté, la télé, c'est pas pour nous, tu vois. Nous, on est vraiment YouTube. Et donc, je suis toujours très honoré quand les YouTubeurs m'invitent. Après, de là à moi lancer ma propre chaîne, j'ai une chaîne sur YouTube où je poste des sketchs de temps en temps. Mais faire ma propre chaîne Twitch, ma propre chaîne YouTube, ouais, je trouverais que c'est comme si à l'époque on me disait, on t'a beaucoup vu sur France 2, sur TF1 et sur, j'en sais rien, Radio-Canada. Est-ce que tu songes à créer ta propre chaîne? J'aurais dit, non, je vais dans les médias quand on m'invite, je suis ravi, mais de là à créer ma propre entité, j'en serais incapable. Et c'est pareil pour YouTube aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont créé de tels médias, qui ont un tel impact, une telle importance, que je me sens pas légitime de créer un truc comme ça. Tu penses-tu que, tu sais, vu que t'es rendu à une place dans ta carrière que aussi, ce qui est dur, là, quand tu commences un nouveau médium et t'es connu, c'est le bout entre le départ et ça marche vraiment. Qui est dur, tu sais. Bien sûr. Tu sais, mettons, tu pars je me pars un channel YouTube que je vais faire des trucs à tous les jours. Avant que tu pognes le 500 000 followers, c'est weird pour toi, tu sais. C'est weird que super dur. Si le Kev Adams officiel a 11 followers, le monde sont comme, qu'est-ce qui se passe avec le officiel est très bizarre. Donc, ouais. Bah oui, tu te dis pourquoi il a mis officiel si c'est pour 11 personnes, quoi. Non, mais oui, le début est toujours très dur et puis c'est fou d'ailleurs à quel point le début paraît interminable et après tu vois les followers augmentent, les réseaux augmentent et puis c'est terrible et tu fais beaucoup moins attention, tu vois, après tu te concentres sur d'autres choses donc ouais, c'est vrai que c'est particulier ce début là, ça c'est une évidence. Est-ce que merci beaucoup. Puis on dirait c'est vu que c'est quelqu'un d'autre, j'étais comme est-ce qu'elle travaille ici ou c'est juste quelqu'un du public qui a fait tiens. Elle travaille ici, ouais, elle est pas payée, c'est une humoriste, c'est la maison des humoristes finalement. Bon, Yann, autre question. Ouais, j'en ai pas gros, c'est la dernière. Les gens, je pense. Attends, on va aller. S'il y a des questions du public. Oui, t'as une question. Volontiers, ouais, merci. Au Québec, presque tous les humoristes ont un podcast. C'est quelque chose qui est très répandu. Les podcasts où on allume le micro, on parle, puis on éteint. Il y a rien de scripté ou quoi que ce soit. C'est moins le cas en France. Est-ce que un de vous deux a envisagé partir un projet dans ce genre-là? Pour ma Pourquoi part, tu non. me crées de la compétition, toi? Non, mais... Non, mais c'est de plus en plus. Enfin, les humoristes commencent à le faire en France. Il y a de plus en plus d'humoristes qui le font. Je crois que la culture du podcast est quelque chose qui arrive doucement en France. Et d'ailleurs, tout ce qui concerne la comédie en général, on est quand même souvent en retard par rapport au Québec. Faut reconnaître ça. C'est-à-dire que à chaque fois que moi je vais là-bas, j'ai l'impression de visiter le monde du stand-up dans 5 ans, dans 7 ans. Encore pour le stand-up, parce que j'ai l'impression que le stand-up, tu sais, vous nous avez rattrapé. Il y a eu un gros boom dernièrement. Il y a eu une vraie explosion avec l'ouverture de beaucoup de comédie clubs, avec l'arrivée de beaucoup d'humoristes. Mais je trouve que il y a chez les Québécois une manière de consommer de l'humour qui est, enfin, en France pour nous, j'ai l'impression que c'est pas encore vu comme
moi j'entends encore des phrases aujourd'hui du genre non mais tu vois lui c'est un artiste et moi Ok, je dis ouais. mais moi je suis humoriste et je joue dans des films et oui mais toi t'es humoriste, lui il chante, c'est un artiste. Ouais. Tu comprends, il y a encore ce Ouais, genre de tandis phrases qu'au en France. Québec, Ah, au Québec, ça va comme ça. Non. Oh, Ouais. oh, Ah mais non, au Québec un artiste c'est un humoriste, il y a aucun Ouais. problème par rapport à ça. Ah ouais. ok. Moi les seules fois dans ma vie où on m'a arrêté dans la rue pour me dire excusez-moi vous êtes l'artiste, c'était au Québec. OK. Moi, j'ai eu, vois-tu, souvent quand je fais des entrevues en anglais, au Canada anglais, ils ont sa mentalité-là. Que des fois, c'est arrivé qu'ils ont dit, j'ai eu la question, pourquoi est-ce que vous décrivez le stand-up comme une art? Puis là, je suis comme, ben oui, c'est de l'art, tu sais, c'est pas... Puis là, ils font, OK, pourquoi est-ce que c'est de l'art? Puis je suis comme, c'est quoi cette entrevue-là? Tu sais, tu demanderais pas à un peintre, OK, qu'est-ce que tu fais, c'est de l'art? Oui. C'est très vrai. Pourquoi c'est de l'art? Ben, c'est parce que j'ai un... Tu sais, parce que même lui, il serait comme, mais j'ai un pinceau, puis... Tu sais, c'est vraiment dur. Tu sais... Je prends des couleurs et je les jette et puis j'essaie Non, mais de... justifier que qu'est-ce que tu fais, c'est de l'art, c'est impossible, tu sais. Tu sais, pour un poète, peu importe, tu sais, mais c'est créer quelque chose avec rien. C'est Ça, tellement de l'art pour moi, là. Mais c'est dur à défendre, puis un public qui voit pas qu'est-ce que tu fais comme de l'art est moins respectueux. C'est aussi. encore, je crois, un peu le cas en France. Ça évolue, c'est Ouais, sûr. de moins en moins. Mais je trouve qu'il y a un respect pour l'humour, pour les humoristes. J'ai eu la chance d'aller jouer en dehors de simplement Montréal. J'ai ouvert pour des gens comme Rachid Badouri. J'ai ouvert pour des gens. Est-ce que tu as fait une tournée solo au non, Québec? non. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? J'adorerais faire ça. OK. Et alors, ce qui est fou, c'est que en même temps que l'ouverture de ce lieu, cette tournée avait été calée pour la période exacte où il y a eu le Covid. OK. Et je voulais absolument y aller. C'était des tout petites salles, enfin des tout petits endroits. C'était entre 100 et 200 places à chaque fois, parce que j'ai joué que à Montréal et à Québec depuis 15 ans que je fais ce métier. Et c'est une grande frustration parce qu'à chaque fois, j'ai toujours eu cette volonté absolue de prendre une espèce de truck tout seul et d'aller faire le tour du Québec. Parce qu'à chaque fois, quand tu parles avec des humoristes québécois, ils te disent, mais il faut que t'ailles à Brossard, il faut que t'ailles à Trois-Rivières, tu vas devenir fou, il faut que t'ailles à Chicoutimi. Enfin voilà quoi, tu vois. Ouais. Je suis obsédé avec Chicoutimi, je sais pas pourquoi, Ouais. mais mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a effectivement aussi une ouverture de plus en plus mondiale sur le stand-up francophone. Je sais pas si les Québécois auraient eu autant d'attrait d'aller voir des humoristes français pas pleinement connus, puisque moi j'ai pas réellement de notoriété au Québec. Je pense que certains Québécois me connaissent, Non, je pense que c'est très connu au Québec. mais je pense pas moi. Ouais, j'ai l'impression que oui. Enfin, c'est pas pour qu'on me dise que oui. En vrai, Ouais. je pense que tu vois, Ok. c'est une notoriété de certaines personnes, de certains comédie geeks, comme tu dis, qui connaissent évidemment le monde de l'humour francophone. Mais je pense que le grand public, tu vois, j'ai l'impression que, enfin, tu vois, ce qui a beaucoup aidé ma notoriété en France, c'est la série Soda, qui a été énorme ici en France. Je sais que c'est l'équivalent de Med, tu sais, qui a été repris au Québec avec Mehdi Boussaïdan. C'est Ouais. l'adaptation de Soda. Ouais. Mais du coup, Soda, la série elle-même, n'a jamais été diffusée au Québec. Il y a beaucoup de films que je fais ici qui n'ont pas forcément été diffusés au Québec. Donc en fait, parfois, je me dis via quoi tu existes. OK, Tu comprends ouais, ce que je veux dire? C'est Fait que les gens au Québec te voient avec ton stand-up sur YouTube. point. OK. Et je crois pas que ce soit suffisant pour construire une vraie notoriété et une carrière. Même si encore une fois, j'adore aller jouer là-bas. Mais quand j'arrive au bordel, pour donner un exemple, qui je le rappelle est ouvert depuis 2015, cet endroit, je sens pas dans le public un côté oh putain énorme, c'est le gars le français, on voit qui c'est. Je sens qu'il y a vraiment un côté découverte Ah ouais, OK. que je trouve, pour être très honnête, que je trouve très agréable. Ah ouais. Tu vois, je trouve ça Pour génial. ton ego, c'est parfait, mais C'est exceptionnel. pour partir en tournée, C'est plus dur. tu veux pas être le gars que les gens découvrent. de C'est ville beaucoup en plus ville, dur. là. Ouais, Ah ouais. Eh, j'ai vraiment l'impression d'être un technicien, moi. Fait que là, Je mets les câbles. Tout va bien, la caméra? Ilyes, on est comment sur le son? On dirait que je suis un arbitre. Je suis comme ça. on va aller avec Qui aurait une question pour Ilyes? Non, mais c'est top. Non, mais moi, non, mais Ça j'apprends. peut être une question à propos de Purée, technique aussi. non. Oui, à la personne Ce qui a la serait même tellement idée. drôle. Dommage, tu Ouais. m'as dit, Mike, Comment s'il qu'on avait roule pris. les fils? Comment on rebranche la lumière numéro 2? OK. Ah, c'est cool.
J'espère qu'Elias a un enfant. Ah. T'as pas d'enfant? Non, je sais pas. Mais parle de ceux que tu connais pas, il y en a plein, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Oui. Non, chez Koutimi. Quel type de parent? La question, vu que t'es pas miké puis c'est très long, la question, si je peux juste accélérer, t'aurais été ou t'es encore jeune. Quel genre de père tu vas être? C'est tellement drôle. Moi, j'aurais aimé qu'il s'enfonce dans son truc de bon, mettons dans un monde imaginaire où tu serais, tu sais. Quel genre de père? Non, je préfère rester technicien sur cette question. Ouais, Tu veux-tu des enfants, c'est genre de... Ouais, non, bien sûr, ça doit être trop bien d'avoir des enfants. Pour l'instant, je me concentre sur ma carrière, je suis qu'au début de ma carrière, mais j'aimerais avoir des enfants. Est-ce que t'as une copine? J'ai pas de copine. OK. Le mec il veut. Non, allez-y les filles, tout va bien. Non, j'ai pas de copine, franchement. OK. J'ai eu une copine très longtemps, mais là je me concentre sur mon art qui. Ça Je savais fait pas, mais je pensais que t'avais toujours une copine. Ah ouais? T'as plus de copine? Non, je peux. ça fait combien de temps? En vrai? Non, j'ai plus de copine, frère. Eh? J'ai plus de copine. Mais je sais pas, tu m'avais pas dit, on s'était vu il y a 2 jours, t'avais une copine? Depuis hier, j'ai plus de copine. Ah bon? Peut-être que demain j'aurai une copine, tu connais, ça vient. Non, mais en tout cas, non, je pense que non, en vrai, moi, je serais un père cool. OK. Je serais un père, je ramène mon fils dans la maison des humoristes, on kiffe. Je te jure, moi, je serais un père, non, moi, je veux kiffer avec mon fils. Je veux tout faire avec mon fils. Eh non, mais, toi, t'es plus proche que moi d'avoir un fils, je pense. Mais pourquoi enfoiré? Bah, frérot, c'est fini, Soda, c'était avant, hein, T'es un père de famille bientôt. C'est le seul mec qui a 40 ans, il veut encore aller en boîte. Il veut pas s'arrêter, Kev. Non, bientôt tu vas te marier, j'espère, et tu auras des enfants. J'adorerais, mais je me sens pas prêt du tout pour répondre à ta question. Quel type de parent j'aurais été? Si j'avais été parent jusqu'à maintenant, ça aurait été terrible. J'aurais été un père absent, en fait, tu vois. Parce que je suis tout le temps à droite, à gauche, tout le temps en tournée, que ce soit pour le stand-up ou pour le cinéma. Donc ça aurait été horrible. Je suis très content de pas avoir eu d'enfant jusqu'à présent, mais j'espère en avoir dans ma vie. Je pense que t'aurais été un père top. Parce que pour le coup, moi, il m'a considéré comme son fils et j'étais au top. Je mangeais bien, j'ai bien dormi. Ça, c'est sûr, ouais. J'ai bien tété, c'était top. C'est bon, ouais, tu l'as eu quasiment comme père. Fait que tu sais. Je voyais plus lui que mes parents. OK, ouais. Vraiment, genre, c'était lui qui me donnait mon argent de poche. C'était Kev. Allô, Kev, j'ai besoin de toi. Il est toujours là pour moi. C'est très cool, ça. Est-ce qu'il y a une autre question pour Elias? On va faire juste des questions pour Elias. Non, Ouais, ouais. Jusqu'à temps qu'il se tanne. Et qu'il redevienne technicien. Y a-tu un autre, sur les Patreons, y a-tu une... Ouais, ben, il y en a une, je pense, qui pourrait être bonne pour les deux. Tu sais, voyant comment ça fonctionne, l'humour au Québec, est-ce que vous avez déjà envisagé de vous installer, permanent, au Québec? Moi, oui. Oui? Pour de vrai, sincèrement. J'avais eu un coup de foot pour une fille, pour une Québécoise. Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Ça devait être, donc, pareil dans 2015 ou 2016, parce que j'ai été de nombreuses années d'affilée, donc je me rappelle plus des années exactes. Et j'étais vraiment très amoureux de cette fille. Et tu as rencontré la fille au Québec ou à Québec. Ah, à Québec. Dans la ville de Québec. OK. Au bordel. Au bordel qui était pas encore, on n'était pas encore en 2015, si tu vois ce que je veux dire. Non, je l'ai rencontré dans un bar à Québec, c'était les fêtes, il y avait à Québec, il y a le festival Comédia l'été, et après il y a des plaines d'Abraham, quelque chose comme ça. Le festival d'été de Québec. Voilà. Et j'avais été là-bas, j'avais trouvé ça dingue, et j'avais rencontré une fille, qui je pense était complètement sous drogue, et qui est vraiment, et qui est tombée amoureuse de moi instantanément, et moi je suis tombé amoureux d'elle instantanément, et on a vécu je sais pas, genre une semaine, et puis je devais rentrer en France, et elle m'a dit mais viens à la maison. Donc je me suis retrouvé à vivre chez elle au bout d'une semaine, et en fait je la trouvais merveilleuse, elle était belle, elle était cool, elle riait de tout, mais elle consommait beaucoup de drogue. OK. Je fais pas de généralité sur les Québécois, hein. Je dis qu'à ce moment-là de ma vie, elle fumait beaucoup de joints, et le matin, enfin quand elle partait pour faire ses trucs, elle prenait d'autres types de drogues un peu plus dures. OK. Quoi, donc il y avait comme une espèce de cocktail, quoi. Un petit remontant avant de travailler. C'est ça. OK.
Mais elle était fonctionnelle pour travailler. Ouais, C'était super. pas genre Crystal Meth, puis... Non, ok. non, mais bon, ça faisait quand même pas mal, quoi. Tu vois, il y Ok. avait comme une espèce de coffee shop à la maison avec plein de trucs et tout. Donc, et moi, ça me dérangeait pas de fumer un joint de temps en temps avec elle, tu vois. Mais il y avait quand même un niveau de consommation qui était assez ouf. Ah Et ouais. donc, au bout d'un moment, Surtout quand quelqu'un consomme à ce point-là la première semaine, tu fais, OK, on est à une époque qu'elle cache des choses. Oui. Puis quand même, elle fait, Ouais. m'en va travailler une petite clé pour la route, puis... Ouais, non, mais oui. OK. Et en fait, mais je sais pas, il y avait un côté rock chez cette fille qui me rendait fou. Elle avait des tatouages partout. l'overdose. Tu vois? Un overdose, c'est très... Mais non, mais tu vois, il y avait un truc. C'était comme... Elle était plus âgée que moi et tout, donc je sais pas, il y avait un truc qui me. Et en fait, un jour, je lui ai dit, écoute, Avec quel âge? Ça me fascine. moi, je devais avoir 25 ans, elle en avait Elle, comme 27, l'âge 29. des... tu vois. OK. Ouais. OK. Fait qu'elle avait dépassé l'âge des overdoses. Oui. Oui. Ouais. Fait que... Ouais, non, c'est vrai, ça m'a- c'est le 27. ça m'a rassuré. dangereux, hein. Elle est pas- rendu là, elle est comme Keith Richards, elle est pas tuable. Ouais, non, là. Ça, elle partait jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et un jour, c'est une vraie histoire, c'est fou, mais un jour, je lui ai dit, on va faire un test ce soir, on prend rien. Ok, tu prends pas ta drogue, moi je fume pas de joint avec toi, on va rester cool, ok, on va partir, on va aller dîner, ça va être super et tout. Et elle m'a dit, ok, avec plaisir et tout, ça me va. Et j'ai été avec elle dîner et tout, et c'était la soirée la plus boring de Ok. ma vie. OK. Elle avait rien à dire, elle riait à rien. Et j'ai été hyper vexé, je me suis dit, mais pour elle, j'étais marrant que quand elle était droguée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était horrible, en fait. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est une autre personne quand elle est pas dans son trip, quoi, tu vois. Et puis, finalement, ouais, ça s'est fini comme ça. Mais je me rappelle que pendant ces quelques jours, quand mon équipe est partie en France et que j'ai dit, moi, les gars, je vais rester avec cette fille et tout. Ouais, j'étais parti pour, je me suis dit, je vais me trouver un truc ici, à Québec. J'ai toujours adoré la ville de Québec. Montréal, je trouve ça grand, ça m'effraie un petit peu. Ouais, je trouve qu'il y a toutes les langues. Vous êtes quand même les seuls au monde, vous savez pas, mais vous êtes les seuls francophones qui faites des phrases moitié français, moitié anglais à une vitesse. C'est flippant pour nous, tu vois. C'est vrai, je Hey, là, comprends- comment je tu fais? comprends pas Ça tout, te dit de moi. manger un burger et we go out and after is with my wife. Toi, t'es là, waouh! Et qu'est-ce qu'on parle, quoi, tu vois? Et donc, moi, ça me fait flipper un peu Montréal et j'adore, je trouve qu'à Québec, il y a un truc, de grande ville et en même temps de très village, quoi, qui m'attire beaucoup. C'est cool, ça. Eh, j'ai une idée là. Tu vas changer toutes ces lumières. Non, mais j'ai une idée. Et tous les gens les commentaires qui te critiquent, tu leur envoies des messages, donne-leur de la drogue. Ma parole, c'est une putain d'idée. Plus personne va te critiquer, frère. Bah, au contraire, je pense que tout le monde va me critiquer. Mais non. Et je vais leur dire, mais pourquoi t'es méchant? Ils vont me dire, bah, je veux ma dose, juste, s'il te plaît. C'est vrai. Bon, autre question pour Ilyes. Ouais, une au fond, là-bas. Oh, OK, au fond. Question Question pour Mike. OK. Je vais répondre, Mike. Ouais, réponds pour moi, pour vrai. Ça va être toi qui Super, vas mais- répondre. OK, fait que... OK. Pourquoi j'ai pas invité Jer, parce que Jer Alain, c'est un humoriste québécois D'accord. que j'avais invité à Cannes et je l'avais invité à Cannes parce que c'est... Il est mal poli, lui. Hein. Ouais. Il nous a dit gentiment. Pourquoi c'est J'ai eux pris mes billets, mais c'est tellement pas eux que je voulais voir. C'est terrible pour moi. Mais Jer, c'est un humoriste québécois qui avait jamais voyagé et qui a peur de voyager. Et je me disais, ça serait drôle à voir lui, surtout à Cannes, qui est tellement une ville que c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui a peur de voyager aimera pas Cannes, je trouve. Fait que c'est ça. Fait que Apparemment, t'as beaucoup apprécié cet épisode-là. ouais. Ah ouais. Ouais, mais on a compris qu'on pue la merde. Hein, Et celle avec celle avec le technicien arabe, t'as pas aimé? Moi j'ai vu, il y avait un technicien arabe, un mec. Ce serait très drôle de voir comment lui il va débriefer. Tu sais, il va dire à ses amis, en fait, moi, il y avait Mike Ward et tout, c'est une folie, c'est à Paris. Moi, je voulais qu'il y ait Jer parce qu'il était venu à Cannes. Et là, il est arrivé, il y avait un gars, je sais plus trop, comme le mec de Barbie, arrivé. qui s'appelle Ken, et un autre mec qui était un technicien hyper cool avec des dents beaucoup trop blanches pour qu'elles soient naturelles. Et là, tu vois, il y a eu un truc qui est fou. Ah ouais. Bon, le podcast était nice, mais ça m'a démangé. Je leur ai dit pourquoi vous avez pas Mais réinvité. pour vrai, bravo pour tes dents. Parce que
Ça a aucun... Quand t'es arrivé, j'ai fait ça va me prendre des white strips. Je me sens sale. Écoute, elles sont si belles et si blanches qu'on n'a pas mis de miroir dans la loge. C'est lui qui, tu vois, on peut se recoiffer en le regardant. C'est vrai, je vous souhaite d'avoir les mêmes dents que moi. Elles sont Ça, merveilleuses. est-ce que c'est laser ou genre une crème? C'est le dentifrice. Juste dentifrice? C'est 5 fois par jour. Non, j'avais fait un blanchiment dentaire chez le dentiste à l'époque. Récemment? Il y a 2 ans, mais je bois pas de boissons colorées et tout. Pour ça? Non, j'ai pas pour ça. Ok. Parce que sinon elles tombent et tu vois ces vraies dents en dessous. Ah ouais. Non, Elles sont terribles. non, c'est mes vraies dents, même s'il veut pas l'accepter. J'ai une Comment? bonne question ici. Kev, t'as eu la chance de tourner avec Gérard Depardieu. C'était comment? Ah ouais, on va finir avec cette question-là. Mais moi je me dis, tu sais quoi, j'ai attendu longtemps de faire sous-écoute. On y va, on fait Gad, Depardieu, on fait tout, allons-y. Tu vois, comme ça après on aura fait tous les sujets, quoi, tu vois. Ce qui est terrible, c'est que moi-même je suis dans pas mal de polémiques en France. Ce soir je vais parler de polémiques de tous les autres gens. Mais c'est quel film t'as fait avec Gérard? C'est un film qui s'appelle Maison de retraite qui est sorti il y a 2 ans. Et c'était franchement incroyable pour le coup de tourner avec lui. Alors, il a eu 9 jours de tournage sur notre film. Est-ce que il était comment? Il était correct? Il était évidemment correct. OK. Mais parce que même si t'es heureux et que tu es fier de tourner avec ce mec-là, il y a des comportements que tu peux pas accepter. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect en tant qu'acteur, mais j'ai plus du tout de respect en tant qu'homme. Quand on a vu les propos qu'il a pu tenir à la télévision en parlant de jeunes filles, c'est impossible, c'est indéfendable. Et je lui ai dit d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect en tant qu'acteur, et donc je lui ai dit, et d'ailleurs je pense que ça lui a pas plu puisqu'il ne m'a pas répondu, mais je lui ai fait un message. Non mais quand tu l'as texté? Bien sûr, ouais. Ah oui. Ouais. Ah wow. Ouais, pour dire que C'est j'avais été c'est parfait. Ouais, oui. ben pour dire que j'avais été choqué par ses propos et que c'était inadmissible de parler d'une femme, peu importe son âge, à cette époque, et d'ailleurs à n'importe quelle époque. C'est d'ailleurs dommage qu'on attende notre époque pour mettre le doigt et le point sur ces choses-là qui en vrai sont inacceptables depuis toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce qui est génial dans cette polémique, s'il y a quelque chose de génial, c'est que j'espère, encore une fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gad, qui est quand même quelque chose de très différent, mais je pense que chaque polémique ou chaque chose doit avoir aussi un impact sur la suite des choses, sur l'avenir, tu vois. La société. Et pour le coup, évidemment que moi j'ai pas assisté à des comportements non, c'est outrageux, sinon ça aurait été aussi de ma responsabilité d'intervenir et de dire pardon, mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Ce qui n'a pas été le cas sur ce film-là, mais des dires de mes collègues du cinéma, ça a été le cas sur beaucoup d'autres films. Et aujourd'hui, il est important parce que il faut savoir qu'en France, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, on déforme absolument tous tes propos. Donc en ce moment, je présente la suite de ce film qui s'appelle Maison de retraite 2 partout en France, dans lequel Gérard ne joue pas, évidemment. Mais forcément, on me pose des questions sur Depardieu. Il était dans le 1, parce que nous, dans le 1, il meurt. Peut-être qu'on était un peu visionnaire. En tout cas, il ne joue pas dans le 2, d'accord? Et donc, on m'a posé des questions. Et un jour, je suis dans une salle de cinéma, et puis il y a une jeune fille qui filme pour TikTok, et elle dit, qu'est-ce que vous pensez de lui? Et non, c'est pas la jeune fille, c'est un enfant qui doit avoir 8 ans, qui me regarde comme ça avec des grands yeux et qui me dit « J'ai vu le 1 dans lequel il y avait Gérard Depardieu. Est-ce que c'est vrai que c'est un monstre ?» Ma maman, elle a dit que c'était un monstre. Et moi, je m'adresse à un enfant. Et tu sais, je suis comme, j'ai envie de lui dire une vérité, mais en même temps, j'ai pas envie de détruire les rêves d'un enfant, tu vois. Et donc, ce que je dis, bon, il faut savoir une chose déjà, c'est que c'est un grand acteur. Maintenant, c'est un grand acteur qui, malgré l'immense carrière qu'il a, s'est mal comporté. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. La justice va faire son travail. Il est temps que la justice fasse son travail. Et en attendant, on lui souhaite le meilleur. C'est comme ça que je termine ma phrase. Les médias français ont pris, c'est un grand acteur, on lui souhaite le meilleur. Et ils ont écrit, véridique, hein, et ils ont écrit en headline de beaucoup d'articles, Kev Adams soutient Gérard Depardieu. Ce qui est tellement pas le cas. Enfin, c'est terrible de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Tu vois, je dis c'est un grand acteur, c'est un fait. Et si j'avais dit c'est une merde, les gens sur Internet auraient dit à juste titre, mais t'as fait 4 films dans ta vie. D'où tu vas parler d'un mec qui en a fait 600? Ferme ta gueule. Ils auraient eu raison de me dire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, en fait, j'ai dû faire une interview derrière dans Le Parisien, qui est un journal hyper célèbre,
dont le headline était « Je ne soutiens pas ce mec-là » parce que on ne peut pas soutenir ce genre de propos. On l'a tous vu à la télé parler de... C'est plate qu'on ait rendu ça comme société, que tu dis ce que tu penses, puis ce que t'as dit, c'est bien correct, mais t'es obligé de... Ce qui se passe, c'est quoi? Les journalistes les lisent journalistes. ou regardent et disent « Est-ce que c'est suffisant pour un gros titre? Ouais. Si j'écris « C'est un grand acteur », non, c'est un peu boring. Non, on va écrire qu'il le soutient. Ouais. C'est mieux. Mais c'est très grave parce que tu vois, ça fait dire des choses aux gens qui n'ont pas dit. Donc j'ai recorrigé ça en disant bien sûr que non, je le soutiens pas, et surtout j'ai dit autre chose. En France, on est obsédé par le débat Gérard Depardieu, qui est pour, qui est contre, comme s'il y avait un camp à choisir. Mais moi, ce qui me rend triste en fait là-dedans, c'est que le débat sur les victimes de violences verbales, de violences physiques, on en a presque à peine parlé. Il y a juste une espèce de camp de OK, vous êtes pour qui? Vous êtes pour Gérard, mettez-vous à gauche pour Gérard. Contre Gérard, c'est plutôt à droite. Mais alors, est-ce qu'on s'en fout pas de qui est pour, qui est contre? Ce mec est dans les mains de la justice. Il a 15 plaintes sur le cul. Il va se passer ce qui doit se passer. Tu comprends? Par contre, ce qui m'aurait fait plaisir, c'est moins de débat à la télé de qu'est-ce que vous pensez, vous, de Gérard Depardieu, et plus de viens, on fait venir des femmes qui ont vécu des trucs de dingue à notre époque, avec des violences verbales, des violences physiques sur des plateaux de cinéma, qu'elles témoignent, qu'elles expliquent et qu'on comprenne ce que ça fait en 2023 d'être une femme face à ce genre de situation. Et en fait, on n'a pas ça. On est dans un débat de qui est pour, qui est contre, qui veut pas, qui machin. Donc ouais, ça me fatigue, et je l'ai dit aux Parisiens, j'ai dit pourquoi on ressente pas le débat sur la vérité du fond de ce débat, à savoir, on ne peut plus se permettre des choses qu'on s'est permis pendant des années avec des femmes qui aujourd'hui sont inadmissibles, qui l'ont toujours été, mais il est temps de le dire, il est temps que ces femmes-là le disent aussi. 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, j'aurais une dernière question. Il était comment avec ses techniciens, Gérard? Non, hey, on va finir le podcast comme ça. Est-ce que, si on veut te voir en tournée, c'est où qu'on va pour les dates? Moi, je suis en tournée dans toute la France sur mon site, il est à la Fnac. Voilà. Et je fais mon spectacle à la Cigale le 4, 5, 6 juin et à l'Olympia le 21 décembre. À Paris. Excellent. Ouais. Et je viendrai chez vous aussi à Montréal, l'Olympia de Montréal. L'Olympia de Montréal, Ouais. quelle date? On va lancer la date là dans 2 semaines. Ok. J'ai pas la date exacte, mais Le show est assez facile à trouver sur Ticketmaster. Vous tapez le technicien et alors le show arrive immédiatement. c'est moi. C'est moi. Tu devrais réappeler ton show pour le Québec. Le technicien. Le technicien. Non, mais en tout cas, j'ai très hâte de venir jouer au Québec parce que j'y suis jamais allé. On m'a dit que c'était le temple du stand-up. Vraiment, ça l'est. C'est là-bas qu'il fallait y aller. Je vois les humoristes français quand ils parlent ils disent on va aller faire un petit stage au Québec. J'ai vraiment hâte d'y aller et de comprendre un peu comment ça se passe. Est-ce que tu sais les choses qu'il faut pas faire quand tu iras jouer au Québec? Il y a des choses qu'il faut pas faire. Genre quoi? Genre voler des blagues. Ok, tu l'avais. Non, ça va. Ok, tu l'avais. Non, genre par exemple imiter l'accent québécois. Les Québécois détestent ça. Ah, D'accord. Il faut savoir une chose, c'est terrible, je le confie à vous, j'espère que ça restera entre nous, mais qu'il est dans un podcast. Hein? Non mais c'est vrai, c'est une fascination pour moi d'essayer d'imiter l'accent québécois. Et je sais que les Québécois détestent ça. Ah ouais? Ils me l'ont répété plein de fois quand j'allais au Québec en me disant hey, tu sais quoi, on t'apprécie, mais vraiment fais pas ça. Ça nous intéresse pas que tu fasses ça. C'est même pas marrant. T'as les limités là. Et non mais parce que je le fais dans ma vie tout le temps, j'adore ça. Mais ouais, c'est quoi tu fais dans ta vie? C'est quoi le... Le problème, c'est qu'on va ruiner tout ce podcast maintenant, Ouais. c'est terrible. Je fais un truc qui fait à peu près comme ça. J'ai tellement honte. Oh, j'espère que t'imites ton ancienne blonde. T'es comme, tu peux-tu me passer de la poudre? Là, ouais, je fais, hello, mon chum, hey, comment ça va? Tu vas-tu bien? Hey, j'étais avec ma blonde, je t'ai rendu dans mon genre, puis dans tes bancs, tu sais. Ouais, on a... Voilà. C'est vraiment bien. bon, c'est vraiment bon. C'est Mais vraiment je sais pas pourquoi ton Québécois est clairement gay. Mais C'est vrai! C'est vrai! Hey, salut le chum, hein, comment ça va? Ah, c'est vrai qu'il est gay, je sais pas pourquoi. Écoute, le Québec faire sortir quelque chose chez moi, j'en sais rien. Puis, fait que là, toi, t'es pas en tournée. Ton prochain show, c'est pour quand? Le prochain show, pour l'instant, je prends le temps de l'écrire. J'ai réalisé récemment que
Pour le coup, c'est pas quelque chose d'incroyable pour le Québec, mais pour la France, j'ai réalisé que j'ai jamais arrêté d'être sur scène depuis que j'ai 17 ans, 18 ans. J'ai commencé, comme tu l'as dit, avec The Young Man Show de 2009 à 2013. 2013-2015, c'était le deuxième. Après, j'ai fait celui avec Gad 2016-2017. 2018-2019, soi-disant avec Ilyes. 2020, je suis resté chez moi comme le monde entier. Et 2021, j'en ai fait un pour Netflix. Il y en a un sur Netflix qui est disponible pour le coup. Et là, j'en ai fait un autre qui s'appelle Miroir sur les 2 dernières années. Et j'ai réalisé qu'il me fallait du temps pour réfléchir. Des choses. Vivre des trucs, m'éloigner un petit peu de la scène. Je viens très régulièrement ici au Fridge pour tester des choses parce que c'est pas à toi que je vais dire ça, mec, tu le sais très bien, mais on a besoin de ça, on a besoin de venir s'exprimer, c'est comme presque une thérapie. Mais j'ai envie de faire une petite pause de la scène pendant quelques mois, peut-être quelques années, pour revenir justement plus fort, plus innovant, me réinventer aussi un peu. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets cinéma, dont Maison de retraite 2 qui sort très bientôt, dans lequel ne joue pas Gérard Depardieu, mais dans lequel j'ai la chance de partager l'affiche avec d'immenses acteurs comme Jean Reno par exemple, donc je suis très content. Ouais. Et ça sort là au mois de février, et après j'ai deux tournages de films pour le cinéma, donc je suis hyper heureux et j'ai hâte de remonter sur scène bientôt, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. Excellent. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci. C'était super. Merci à vous d'être venus. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donne un applaudissement pour Yann. Merci au Fridge, tout le monde du Fridge. Très drôle. Si ça vous dérange pas, Ilyes va ranger les chaises. Je vais reprendre vos micros. L'aider. Si vous pouvez, merci beaucoup. Non, merci à toi, Mike. C'était vraiment très cool et merci de nous avoir invités à Sous-Écoute. C'était un bonheur. Merci beaucoup.